Donc, d'où vient l'idée de faire ces webinaires-là sur les étudiants en situation de handicap? C'est que l'an dernier, en novembre 2013, le CAPRES a tenu 2 journées de concertation sur les étudiants en situation de handicap en présence à Québec. Et à l'issue de ces 2 journées-là, les participants ont manifesté l'intérêt, le besoin d'avoir des lieux d'échange pour se revoir, se rencontrer, échanger à nouveau sur cette grande thématique-là que sont les étudiants en situation de handicap. Donc, le CAPRES a saisi la balle au bon, a décidé d'organiser des séries de webinaires. Et au mois de mai dernier, on a tenu notre premier qui était sur le rôle des conseillers d'orientation dans leur démarche d'accompagnement de cette clientèle-là dans leur choix de carrière, leur insertion professionnelle. Aujourd'hui, on tient notre 2e webinaire de cette série-là sur la conception universelle de l'apprentissage, la CUA. Mais dans la thématique des échets, il y aura 2 autres webinaires dans les prochaines semaines, mois, sur cette thématique-là. Vous allez pouvoir surveiller les annonces qu'on va vous faire. Entre autres, on en prévoit un sur les liens entre le milieu de la santé et les collèges, les universités, un autre sur la collaboration entre les différents professionnels qui interviennent et un sur les préjugés envers les problèmes de santé mentale. Donc ça, c'est avec les 5 webinaires sur la thématique des échets. Mais pour en revenir à la CUA qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, au fil de ces journées-là, de nos lectures, de notre observation de nos activités de veille, on s'est rendu compte que la CUA était vraiment un concept pertinent pour intervenir auprès des étudiants en situation de handicap et c'est pour ça qu'on a cherché à s'y pencher davantage. L'hiver dernier, le CAPRES a collaboré avec l'équipe de Julien Prudhomme de l'UQAM pour dresser un état de la situation sur les applications de la CUA à travers le monde. Ça a donné lieu à un rapport, une synthèse que vous pouvez retrouver sur notre site Internet. Dans la section dossier, là, vous allez avoir tous les rapports qui ont été produits, puis aussi les documents relatifs aux journées de concertation de novembre 2013. Par la suite, on est aussi en train de travailler parallèlement au dossier sur les étudiants en situation de handicap. On est en train d'élaborer un dossier sur la CUA en tant que telle, pas juste des applications pour les étudiants en situation de handicap, mais vraiment la CUA en général. Il y a un dossier qui va sortir d'ici Noël et ça donnera sans doute lieu à des activités là, au courant de l'hiver en présence ou autrement, mais vous pouvez nous suivre par rapport à ça. Donc, pour en revenir à notre série de webinaires sur les étudiants en situation de handicap, aujourd'hui, le thème, vous le voyez sur le PowerPoint dans le bas de l'écran, la CUA et les étudiants en situation de handicap, des applications éprouvées pour la réussite des études supérieures. Moi, je vais me taire bientôt et je vais laisser la parole à notre animateur qui est M. Anderson. Je ne faisais que de souhaiter la bienvenue, donner les petits conseils techniques. Par la suite, on a un animateur qui va s'occuper du contenu. Donc, petit conseil technique pour les participants. On vous a donné le droit de parole à tous. Vous voyez que vos petits micros sont activés. On vous demande sur l'icône en haut au centre de votre écran de le fermer quand vous ne parlez pas pour pas qu'on entende les bruits ambiants de tout le monde. Quand vous voudrez parler, vous pouvez l'activer. Mais pour l'instant, on vous demande en haut de l'écran sur le petit micro, s'il est vert, de cliquer dessus pour qu'il y ait une petite barre qui le ferme. Donc, si vous voulez poser des questions, il y a 2 façons de le faire. Vous pouvez lever la main en cliquant sur l'icône en haut, le petit bonhomme avec la main levée. Et moi, je vais voir les questions rentrées, je vais vous donner les droits de parole. À ce moment-là, vous avez juste à cliquer sur votre micro, comme ça, il va être en fonction. Vous adressez votre question et vous le refermez par la suite, s'il vous plaît. Ou bien, si vous n'avez pas de micro, vous aimez mieux poser votre question, vous pouvez toujours utiliser l'encadré conversation, le clavardage dans le bas. Vous pouvez écrire votre question là, puis moi, je vais les lire, puis je vais me brancher pour pouvoir les poser à notre animateur et nos panélistes. Donc, c'était les 2 façons pour poser les questions. Si vous avez des problèmes aussi autres, vous pouvez toujours écrire vos questions dans l'encadré conversation. On vous suit par là. Donc, je vais laisser la parole à M. Thomas Anderson, qui est le directeur du CRISPECH, qui va se présenter, qui va présenter nos 4 panélistes. Monsieur Anderson. Bonjour. Alors, peut-être avant de présenter les panélistes, je ferai un tour de le déroulement du webinaire aujourd'hui. Alors, je viens de changer le diapo du PowerPoint en bas, vous devez voir. Alors, bon, on a déjà passé le mot de bienvenue du CAPRES. Moi, je vais présenter des animateurs et les panélistes. Ensuite, on fait une courte présentation des origines et des principes fondamentaux de la CUA en utilisant principalement une vidéo qu'on a créée ici au CRISPECH, mais aussi je vais ajouter quelques mots. Ensuite, on va adresser des questions spécifiques à nos 3 panélistes autour d'un premier bloc où des personnes vont être posées des questions autour de pourquoi s'intéresser à la CUA.
Ensuite, alors, je vous demande de réserver vos questions pour que tous les panélistes auront la chance de répondre à des questions générales. Ensuite, on tiendra une période de questions et échanges par la suite. Ensuite, il y aura un deuxième bloc de questions pour les panélistes, 3-4 questions, autour des mythes à démonter et des conditions d'applicabilité de la CEA. Dans un contexte postsecondaire, suivi encore par une période de questions et d'échanges, et finalement à la fin des ressources et des références. Je pense que la question s'est déjà posée par clavardage en conversation, mais oui, le PowerPoint va être disponible après le webinaire d'aujourd'hui. Alors, le CAPRES va le rendre accessible à tous par la suite. Voilà. Alors, je souhaite bienvenue en première à les 3 panélistes qui sont ici avec nous aujourd'hui. Alors, qui sommes-nous? Premièrement, moi, je suis Thomas Henderson. Présentement, en fait, pour trois journées encore, je suis le directeur du CRISPECH, le Centre de recherche pour l'inclusion scolaire et professionnelle des étudiants en situation de handicap au Cégep de Ville-Montréal et Collège Dawson. Mais en fait, je quitte le CRISPECH prochainement. Alors, je l'annonce tout de suite aussi que je suis le directeur outgoing, puis à partir de la semaine prochaine, je prends la relève comme directeur général d'une école qui s'appelle À pas de géant, une école pour des personnes autistes. Alors, c'est moi. Ensuite, on a M. Frédéric Trudeau avec nous. Frédéric est directeur du bureau de soutien aux étudiants en situation de handicap à l'Université de McGill. Alors, bonjour Frédéric. Bonjour. Ensuite, on a Mme Laure Galipeau, qui est professeure et chercheur dans le département de français langue seconde au Collège Dawson et chercheur au CRISPECH avec nous. Et bonjour Laure. Bonjour Thomas. Bonjour. Et finalement, Mme Brigitte Auclair, professeure de français au Collège Montmorency et membre aussi du comité de travail d'un projet interordre sur le CEA qui implique aussi le CRISPECH. Alors, bonjour Brigitte. Bonjour Thomas. Alors, 3 personnes avec des expériences, des rôles différentes, mais les tous ont quand même eu la chance d'expérimenter en profondeur le modèle ou le cadre théorique qui offre le CEA. Je dirais peut-être une couple de mots généraux sur le CEA pour ceux et celles qui connaissent peu ou pas du tout le modèle. Peut-être un mot en fait en premier sur la traduction de le nom CEA ou Conception universelle de l'apprentissage. On parle, quand on dit ici aujourd'hui le CEA, on parle d'une traduction d'un modèle qui a été développé surtout dans le milieu anglophone qui s'appelle le Universal Design for Learning, ou UDL. Il y a d'autres modèles qui existent aussi. Il y a le UDI, Universal Design for Instruction, entre autres. Il y a aussi plusieurs traductions en français qu'on voit qui parlent plus ou moins du même modèle. Il y a la pédagogie universelle, accessibilité universelle. Il y a toutes sortes de traductions qui se fait. Mais aujourd'hui, pour les fins de ce webinaire-là, on parle vraiment de le modèle UDL, Universal Design for Learning, ou CUA, Conception universelle de l'apprentissage. Comme je vous avais dit, on va vous présenter une vidéo qui présente en fait les principes de base du modèle, mais peut-être pour introduire cette vidéo-là, le CEA, c'est une cadre théorique dont le CRISPECH, entre autres places ici dans le milieu postsecondaire au Québec, s'intéresse. C'est une cadre théorique qui permet en fait les personnes à réfléchir sur comment est-ce que notre environnement pédagogique est-il accessible. Alors, comment est-ce que on peut faire une planification de l'amont pour rendre notre environnement pédagogique plus accessible pour une grande variabilité des apprenants. Alors, il représente une genre de canevas pour la conception de cours, mais aussi de l'évaluation de l'apprentissage plus généralement, qui vise à assurer non seulement l'accessibilité, mais aussi la réussite de tous les étudiants dans leur diversité. Alors, on ne parle pas uniquement d'un modèle qui favorise la réussite des personnes en situation de handicap, mais plus globalement un cadre, un modèle que des personnes qui préparent les offres pédagogiques à réfléchir sur une genre de lentille ou cadre large. Ça parvient d'un modèle, le UD, ou Universal Design, ou Design universel, qui était développé plus en premier dans le milieu de l'architecture, puis ensuite dans le design des produits. On peut penser même à l'adaptation pour les milieux pédagogiques, comme la création des rampes d'accès
comme pour les bâtiments, mais plus au niveau cognitif. Alors, on peut penser même à cette idée-là des rampes d'accès cognitives qui favorisent l'apprentissage plus généralement. Alors, sans retarder, je pense qu'on va en premier vous présenter le petit vidéo. Ça dure autour de 3-4 minutes. Ensuite, je dirai une couple d'autres mots sur le modèle plus généralement. Et ensuite, on va poursuivre directement avec les questions aux panélistes. Alors, si Patricia ou Hélène, vous pouvez jouer la vidéo. Je vais le partir. Je voulais juste vous dire à tout le monde, j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, mais on enregistre le webinaire présentement. Si vous comprenez qu'on veut le diffuser ensuite sur le site, on l'avait annoncé. Donc, je voulais tout simplement vous en aviser parce que j'avais omis de le faire. Alors, voilà. Vous n'avez pas besoin de rien faire pour le baisser ensuite. On ne voudrait pas que vous perdiez votre connexion, donc je le lance pour nous tous. Voilà. La conception universelle de l'apprentissage. Depuis la seconde moitié du XXe siècle, plusieurs changements sociaux, politiques et culturels ont traversé la société québécoise et interrogé les rôles dévolus à l'école et ses méthodes pédagogiques. Les classes sont aujourd'hui bien loin de ce qu'elles étaient dans les années 1950. Mais l'un des enjeux les plus importants à l'heure actuelle consiste à trouver de nouveaux moyens pour assurer l'inclusion de tous les étudiants dans l'école. La conception universelle de l'apprentissage représente une voie novatrice pour penser cette ouverture, en misant sur une planification inclusive de l'enseignement plutôt que sur le seul accommodement des besoins individuels. Elle reflète par le fait même le nouveau modèle social de production du handicap, en mettant l'accent sur la nécessité d'éliminer les barrières à l'inclusion dans l'environnement, plutôt que sur l'intégration de l'individu à la norme. Le focus se déplace donc du seul individu en situation de handicap vers les interactions entre ce dernier et son environnement. D'abord pensé dans le domaine de l'architecture, le design universel ou conception universelle a permis de concevoir des bâtiments d'emblée accessibles, dotés par exemple de rampes d'accès, de portes électriques et de pictogrammes, plutôt que d'attendre d'éventuelles demandes avant de les ajouter. Ces mesures se sont révélées utiles, non seulement pour les personnes en situation de handicap, mais également pour d'autres, telles que les personnes munies d'une poussette, dans le cas des rampes d'accès. Dans l'univers éducatif, la conception universelle de l'apprentissage encourage la création de modèles souples pour la création de buts, de méthodes et d'évaluation destinées à tous les étudiants, en diversifiant les options de représentation, d'action et d'expression et de participation. Ce canevas se fonde sur les récentes recherches en neurosciences qui ont révélé que la variabilité du cerveau humain, et donc de l'apprenant, représentait davantage la norme que l'exception. Le premier principe, ciblant les réseaux de reconnaissance du cerveau et donc le quoi de l'apprentissage, vise à fournir divers moyens de représentation des savoirs afin de tenir compte des moyens pluriels qu'utilisent les étudiants pour recueillir et classer l'information. Dans cette perspective, on peut par exemple varier la taille du texte, des images ou de tout contenu visuel mobilisé en classe. Le deuxième principe, ciblant les réseaux stratégiques du cerveau et donc le comment de l'apprentissage, vise à fournir divers moyens d'action et d'expression aux étudiants, en les invitant notamment à s'exprimer dans de nombreux supports, tels que les textes, les discours, les films et l'art visuel. Le troisième principe, ciblant les réseaux affectifs du cerveau, et donc le pourquoi de l'apprentissage, cherche quant à lui à multiplier les moyens de participation, en permettant par exemple aux étudiants d'établir leurs propres objectifs et d'entreprendre une autoréflexion à l'égard de leur propre parcours. En prenant en compte les multiples différences sur le plan de la représentation, de l'action et de l'expression et de la participation, l'enseignant est ainsi davantage en mesure de favoriser la réussite éducative de tous les étudiants, qu'ils soient ou non en situation de handicap. Alors voilà en bref le CUA présenté dans cette vidéo qui était réalisée dans le contexte d'un projet Interordre qui va présenter un peu plus tard par Brigitte, une des panélistes. Ça présente en fait les fondements de qu'est-ce que c'est le modèle. Je n'irai pas plus en détail sur les principes de base. Je dirais peut-être juste une couple de mots sur
les travaux qu'on fait ici au CUSPECH et ce qu'on réalise en termes de les bénéfices de la CEA, de la modèle CEA. Premièrement, en termes de autonomie des étudiants au postsecondaire, on voit définitivement une augmentation de le niveau de l'autodétermination ainsi que l'autonomie générale des étudiants. Bon, on parle d'un design inclusif dès le départ, qui est aussi vraiment je vais utiliser un terme anglais, empowering, qui responsabilise non seulement les étudiants, mais aussi les enseignants. Alors, ça implique en fait une diminution des services spécialisés et aussi des coûts associés. Ça va promouvoir la réussite globale des étudiants, c'est plus flexible, c'est plus équitable, c'est un modèle qui est plus durable aussi, et je pense que Frédéric probablement va parler peut-être de ça dans son contexte à lui aussi. Ça réduit aussi les barrières rencontrées par des étudiants, des stigmates aussi, mais aussi des accommodements individuels. Puis souvent, quand on parle de qu'est-ce que ça implique en termes de la réduction de ces accommodements-là, on parle aussi de la diminution de tout ce qui est autour de l'accès à ces accommodements, le surcharge qui est pris sur les épaules des personnes qui se trouvent déjà avec une situation plus difficile, plus de barrières dans la situation quand ils sont en situation de handicap. Et alors, on enlève beaucoup de cette responsabilité-là et on fait plus un empowerment des personnes individuelles. Ça prend en compte aussi, c'est un modèle qui est développé pour prendre en compte, comme j'ai dit, les besoins des personnes en situation de handicap, mais non seulement. Alors, c'est un modèle qui prévoit en fait la reconnaissance de la variabilité plus généralement et la neurodiversité plus généralement. Alors, la façon dont on perçoit de l'information, des habiletés, évidemment, des difficultés, des processus cognitifs, mais aussi la variabilité selon les contextes, selon les situations, si on n'a pas bien dormi la veille, etc., au fil du développement aussi. Alors, vraiment, c'est un modèle qui va favoriser non seulement l'accessibilité, mais aussi la réussite de tous. Alors, sans aller plus en détail sur le modèle, parce qu'à la fin de la présentation, comme on a dit, on va vous présenter aussi des ressources qui sont accessibles à tous là, pour aller explorer plus en profondeur qu'est-ce que ça implique le modèle. Mais je pense qu'on va aller tout de suite dans les questions pour nos panélistes. Et le premier bloc de questions qu'on va voir, c'est autour de pourquoi s'intéresser à la CEA. Et on va établir peut-être un ordre pour les questions. Alors, pour chaque question, je vais demander à Frédéric de répondre en premier, ensuite à Laure et finalement à Brigitte pour répondre, puis on va faire le tour. Alors, dans le premier bloc, c'est ça, on aimerait avoir une idée de qu'est-ce que tu as amené à explorer plus en profondeur ce modèle-là et finalement vos expériences avec le modèle. Alors, la première question, c'est quels sont les motifs et ou les difficultés et ou les expériences qui vous ont amené à considérer la CEA comme une piste de solution dans votre rôle d'intervenant respectif. Alors, si on peut commencer avec Frédéric. D'accord. Vous m'entendez? C'est bon? Le son est bon? Oui, vous m'entendez, ça va? Je pense qu'en fait, bien que je commence le premier, ça va être une perspective un peu différente des autres, parce que je pense qu'à McGill, vu le fait que la conception universelle de l'apprentissage est une tradition vraiment en littérature en théorie qui est anglophone, l'intérêt était déjà là. Donc le bureau de soutien aux étudiants en situation de handicap avait déjà fait un engagement par rapport à la théorie, par rapport au cadre théorique, depuis, je dirais, au moins quand même une bonne dizaine d'années. Je pense que ce qu'il y avait par contre, c'est qu'il y avait un intérêt conceptuel, mais il y avait très peu de lien avec la pratique. C'est-à-dire que c'était l'acceptation d'un modèle comme étant, oui, c'est la direction qu'il faut prendre, c'est là qu'il faut se rendre, mais il y avait très peu de lien avec la pratique, aussi bien au niveau du bureau même, dans nos pratiques de bureau de soutien aux étudiants en situation de handicap, ainsi que dans le campus, parce que c'est une chose pour que le bureau décide que oui, c'est la direction qu'il faut prendre, mais il n'y avait pas vraiment de lien au niveau du personnel enseignant pour essayer de voir comment on peut promouvoir le modèle, le faire accepter, le faire développer, le distribuer au sein du campus. Pourquoi les motifs, alors qu'ils nous ont amenés à regarder l'aspect pragmatique? Je dirais qu'il y en a deux. Il y en a un qui est plus basé sur la justice sociale, donc au niveau de l'inclusion, un désir de développer plus une culture d'inclusion sur le campus.
Et il y a aussi un aspect pratique qui est vraiment l'aspect, comme disait Thomas, sur l'aspect de développement durable, de regarder la gestion des ressources, la gestion des besoins, puis se dire que finalement, passer par l'accommodement au niveau de la démographie où on est rendu, nous, on a 1600 usagers au bureau, par exemple, en ce moment. Ça devient vraiment... c'est un modèle qui était développé quand il y avait très peu d'usagers et qui devient très difficile à gérer sur un campus de grande taille, avec énormément d'usagers, avec des demandes croissantes continuellement. Et c'est aussi pas justement un modèle qui est très durable, dans le sens que on dépense beaucoup d'argent, finalement, à fournir des accommodements, mais qui ne change rien au futur. C'est-à-dire que le même étudiant peut se retrouver le semestre prochain à avoir encore une demande d'accommodement, et d'autres étudiants arrivant dans le même cours ont encore des demandes d'accommodement parce qu'on n'a pas réussi vraiment à atteindre le cadre pédagogique, les méthodes pédagogiques. Donc, je vais m'arrêter là, mais je dirais que c'était ça. On avait la théorie, ensuite il y avait deux besoins là, qui étaient d'une part l'idée d'inclusion, justice sociale, et de l'autre c'était la gestion des ressources et le développement durable. Parfait. Et là? Alors, est-ce qu'au niveau du son, vous m'entendez bien? Oui. Oui? C'est bon? Alors, en ce qui nous concerne, nous sommes une équipe de deux professeurs de langue seconde, français langue seconde, dans un cégep anglophone. Et c'est en 2011, en fait, que on est allé demander une subvention institutionnelle au Collège Dawson pour finalement créer une équipe de réflexion sur les étudiants avec troubles d'apprentissage, parce que finalement, on n'arrivait pas dans nos niveaux les plus faibles à rejoindre nos étudiants, et on avait de plus en plus d'étudiants avec troubles d'apprentissage. Et la première année a été vraiment une année de lecture, de découverte. Nous sommes deux professeurs de français langue seconde, et l'équipe est constituée également d'une orthopédagogue qui avait été engagée par le cégep à l'époque. Et au travers de nos lectures, on est tombé sur le modèle de la conception universelle, et ça a été comme une compréhension, une sorte de lumière qui a donné un peu un nouvel éclairage à notre compréhension de la situation. Et en fait, c'est depuis ces lectures-là, depuis cette découverte de la conception universelle, au fur et à mesure, on a commencé à appliquer, on a commencé effectivement à appliquer directement dans nos salles de cours. Et finalement, ça fait aujourd'hui, c'est la 5e session où on est justement dans cette application de la conception universelle en français langue seconde. D'accord, intéressant. Et Brigitte? Oui, vous m'entendez bien tout le monde ici? Oui, bon, parfait. Moi, je fais un autre angle, c'est celui de l'enseignante. En fait, je me suis intéressée à la conception universelle des apprentissages parce que, en fait, les étudiants en situation de handicap ont augmenté, mais du moins les diagnostics dans mon collège. Et puis, il y a quelque chose aussi qui me intéresse, c'est-à-dire que souvent, les étudiants arrivent à la fin de leur parcours. Moi, je les voyais souvent pour les aider à réussir leur épreuve uniforme. Et puis, ils ont réussi leur cours de peine et misère, puis ils arrivent à l'épreuve uniforme, puis ça fonctionne pas bien pour eux. Je vous parle, là, est-ce que ça va? Oui, oui. OK. Oui, on a tous, Donc, je me suis dit que si on faisait une pédagogie inclusive pour tout le monde, ces étudiants-là qui n'ont pas été diagnostiqués dès le départ, ça pourrait être bénéfique pour eux aussi. Donc, et comme on disait Thomas tout à l'heure, on parle beaucoup des étudiants en situation de handicap, mais on parle d'une pédagogie inclusive. Donc, tous ceux ici qui ont d'autres difficultés, des difficultés financières, des difficultés émotives, on a des étudiants qui sont parents, des immigrants. Donc, en intégrant la pédagogie inclusive, c'est-à-dire tout le monde, on n'aide pas seulement ceux qui sont en situation de handicap, et c'est là que je me suis intéressée à ça. Parce que quand quelqu'un arrive à faire son parcours, puis qu'on découvre qu'il y a une dyslexie ou un déficit d'attention, puis qu'il a parcouru tout son primaire, son secondaire, son collégien avec ça, qui arrive à la fin de son parcours, puis c'est ça, je me suis dit que si on faisait une pédagogie inclusive, sans être diagnostiqué, il aurait peut-être trouvé des moyens, du moins des stratégies pour pouvoir réussir. Donc, c'est pour ça que je m'intéresse à la pédagogie inclusive.
Merci beaucoup, Brigitte. Alors ensuite, peut-être, je vais demander aux panélistes d'aller plus en détail en termes de comment est-ce qu'ils ont appliqué la CEA dans leur milieu respectif, et aussi peut-être en même temps de expliquer plus en détail comment ça a répondu à leurs besoins. Alors, quels sont les résultats? Quel impact est-ce qu'il a sur le fonctionnement dans leur milieu respectif? Alors, Frédéric, dans le bureau d'aide. Donc, encore une fois, ma réponse va être un peu différente parce que moi, je vais vous répondre sur une échelle institutionnelle, parce que la stratégie qu'on a abordée, c'est pas dans une classe ou dans un projet pilote, c'est vraiment de la faire à l'échelle de nos 2 campus à McGill sur l'ensemble des 2 campus. Comment l'appliquer? Je dirais déjà, il faut voir qu'on l'a appliqué de 2 façons différentes. Un volet, c'est l'appliquer par rapport au personnel enseignant. Donc, c'est essayer de promouvoir le modèle, d'arriver à rejoindre les enseignants, d'arriver à créer une culture de awareness et de compréhension du modèle, et puis aussi de créer un désir d'essayer d'explorer et de l'appliquer. Et de l'autre, c'est de regarder la façon dont fonctionnent les bureaux de soutien aux étudiants en situation de handicap et de changer nos pratiques de provision de services pour qu'il n'y ait pas un conflit entre le modèle qu'on essaie de promouvoir et les pratiques qu'on génère à l'intérieur du bureau lui-même. Pour vous expliquer, c'est qu'il y a vraiment le concept de la conception universelle, il faut le voir comme l'application du Social Model of Disability, donc du modèle social de production du handicap, donc opposé au modèle médical. Mais souvent, dans les bureaux de soutien, on a encore des pratiques, des gestes, une terminologie qui finalement renforce le modèle médical. Donc, on s'est dit qu'il fallait non seulement essayer de convaincre le personnel enseignant de regarder le modèle, de s'y intéresser, d'explorer, mais il fallait aussi que nous, en tant que personnel de soutien au campus, on essaye de modifier nos pratiques, modifier notre terminologie, modifier notre message pour que les 2 soient en unisson, qu'il n'y ait pas un conflit entre les 2. Donc ça représentait un travail à l'interne et un travail à l'externe, qui est un travail de soutien par rapport au campus. Et puis, il y a aussi je dirais un volet stratégique aussi, qui est dans une institution où il faut gérer différentes unités, un personnel de direction. Il faut aussi arriver à convaincre l'enseignant d'un campus que c'est bien la bonne direction. Donc, il y a tout un volet un peu politique aussi, stratégique. Ça, je dirais que c'est un volet complémentaire, le 3e petit volet qu'il a fallu gérer aussi. Comment la conception universelle a répondu à nos besoins? Bon, moi, je suis convaincu qu'elle répond à tous nos besoins. Donc, je continue après 3 ans à me dire, bon, on est dans la bonne direction, on y va. C'est une question que les gens posent souvent. Est-ce qu'on a des résultats quantifiés? C'est difficile parce qu'à chaque fois, vous allez dire, bon, le groupe contrôle, ça serait quoi? Ça serait notre campus si on n'avait pas commencé il y a 3 ans. On ne l'a plus parce qu'on a pris la solution B qui était d'essayer d'appliquer, d'essayer de promouvoir le système. Et moi, je peux vous dire que, par exemple, à l'heure actuelle, avec mon personnel de 2011, qui est donc 3 personnes qui sont confiées à l'accès, et un volume d'usagers qui a sauté de 400 à 1600, je suis convaincu que si on n'avait pas réussi à changer les méthodes d'enseignement et l'attitude du personnel enseignant, on serait incapable de faire face à la demande en ce moment. On fait encore face à une demande qui est sporadique parce que les étudiants, dépendant du style de l'enseignant, vont quelquefois venir nous voir, quelquefois ne pas venir nous voir. Mais je pense qu'on a au moins créé ce niveau de fluidité qui est que les étudiants sont autonomes dans beaucoup de cours. Il y a encore certains cours, à cause de certains formats d'enseignement, ils vont revenir nous utiliser. Mais je pense qu'on a réussi à vraiment changer. Donc le modèle a répondu à nos besoins dans le sens que on voit un changement systémique qui se passe. J'imagine, Frédéric, qu'il y aura des données quand même sur l'utilisation des services qui offraient votre service, comme par exemple les preneurs de notes, avec l'augmentation que vous avez vue en termes de vos utilisateurs. J'imagine qu'au moins vous avez pu voir un impact sur le nombre de preneurs de notes que vous donnez ou des choses comme ça. Oui. Ben, en même temps, c'est difficile parce que, comme vous savez, la démographie continue à croître. On n'est pas encore rendu tout à fait en haut je pense, du haut de la vague. Mais je pense que nous, en tout cas, on a travaillé avec le Bureau de développement durable aussi. Et notre but, c'était qu'à partir en 2013, on s'est fixé le but qu'en 2017, on réussisse à baisser la demande de services sur tout niveau, donc documents numérisés, preneurs de notes, examens passés dans notre centre, de moitié par rapport à 2013 d'ici 2017. C'est-à-dire qu'on espère que oui, on va atteindre le haut de la MUP et qu'en même temps, par l'application de la conception universelle, on sera capable de redescendre cette demande de volume à la moitié de ce qu'elle était en 2013. Donc on va voir bientôt si on réussit. Et Laure, pour toi, comment est-ce que tu l'appliques?
Comment la CEA a répondu à nos besoins? En fait, il faut voir dans le départ la situation dans laquelle nous étions en tant que professeurs de langue seconde. Donc, en fait, on se concentrait, on se penche toujours sur le niveau le plus faible. Dans ces classes-là, on avait des étudiants évidemment avec des troubles d'apprentissage, mais aussi des étudiants qui avaient toujours de la difficulté en français pour toutes sortes de raisons personnelles, émotives, leur cheminement qui était propre à eux. Et quelque part, ça rejoint un petit peu ce que disait Brigitte il y a quelques minutes. C'est l'idée, en fait, c'est une des premières phrases qu'on a lues dans notre première année de découverte. Une phrase qu'on a trouvée dans Pédagogie collégiale de Dubé et Sénécal en 2009. Ce qui peut être aidant pour un étudiant ayant des troubles d'apprentissage peut l'être pour les autres étudiants. Et ça a été vraiment le point de départ de notre réflexion et de notre application. Et c'est ce dont on se rend compte au quotidien, c'est qu'effectivement, on réussit avec les différentes modifications qu'on a apportées dans le cadre de notre cours à rejoindre l'ensemble de ce niveau d'étudiants où on a des dyslexiques, des Asperger, des autistes, des déficits d'attention et des gens qui ont un processus difficile, différent, mais qui sont toujours dans le niveau le plus faible au niveau collégial en français langue seconde et qui réussissent on réussit à les engager. Et c'était une des grandes difficultés qu'on avait auparavant et c'est tout ce processus réflexif sur notre enseignement que la CEA a permis de produire, c'est-à-dire véritablement de se poser qu'est-ce que j'enseigne véritablement, pourquoi j'enseigne, et puis comment je vais l'enseigner, comment je vais y arriver. Donc ça a été vraiment le point de départ de ce modèle-là en ce qui nous concerne dans notre travail. Et si je veux aller dans les applications en tant que telles, l'idée, ça a été vraiment au niveau de l'architecture du cours, de penser au cours différemment et de faire interagir les trois grandes lignes directrices de la CEA, finalement d'amener les étudiants au travers des différents moyens d'expression, d'action, différents moyens de présentation du cours et finalement d'engagement, d'amener les étudiants finalement à progresser, à améliorer leurs résultats et également notre satisfaction en tant qu'enseignante. Parce qu'il y a vraiment les deux aspects. On voit plus d'engagement chez nos étudiants et on a nous-mêmes, c'est ça fait 5 sessions maintenant qu'on ne se pose plus de questions sur comment est-ce qu'on va changer encore une fois notre cours. Au contraire, on continue toujours dans la même direction en utilisant ce modèle et les différentes applications qu'on fait en salle de classe. Alors, pour donner peut-être des exemples, sans prendre trop de temps, mais quelques exemples concrets, on passe par l'ordinateur et les technologies accessibles pour tout le monde, par le format électronique des documents qui sont toujours envoyés à l'avance, donc les étudiants peuvent consulter régulièrement. Bêtement, des petites choses, des petits détails comme le choix des polices ou la taille des polices dans nos documents qu'on distribue, le temps alloué pour les examens, donc qui est temps calibré pour tout le monde, plus long que ce que l'examen nécessiterait en temps normal, des textes audio, la souplesse dans les alternatives d'évaluation, possibilité de faire un oral devant un groupe, un plus petit groupe, ou même en situation vidéo, des approches pédagogiques pour stimuler l'engagement, l'action et l'expression en salle de classe. Donc, en ce qui nous concerne, je donnerai rapidement deux références, la lecture extensive ou le journal de bord. Ce sont de rapides exemples, mais c'est vraiment, au départ, on a planifié notre cours différemment, on a réfléchi différemment à notre cours, et c'est l'interaction entre ces différentes trois grandes lignes directrices de la CEA qui fait que, justement, aujourd'hui, on a l'impression que ça répond véritablement à nos attentes d'enseignantes à l'égard de notre travail. Parfait, merci. Et à toi, Brigitte?
Oui, ben, je vais un petit peu dans la même direction que l'art pour les exemples. Avant de parler des exemples, la question, comment la CA répond à vos besoins? Moi, je pense que ça répond plus aux besoins des étudiants en premier. Je vais toujours l'étudiant en avant-plan. Puis, donc, deux façons, en fait, les méthodes pédagogiques variées qu'on peut utiliser. En fait, je faisais la CA bien avant que je sache que c'était de la CA. Donc, méthode pédagogique variée, c'est-à-dire que je vais juste faire du magistral, par exemple. Mais on peut quand même garder une partie magistrale parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une pédagogie inclusive. Donc, il y en a pour qui ça fonctionne, le magistral. Donc, je pense que c'est une variabilité des méthodes d'enseignement. Donc, travaux pratiques, le travail formatif, des films, des chansons dans mon cas, parce que je suis en littérature, pour appuyer ce qu'on dit. Donc, parfois, j'ai donné un cours magistral, et parfois, c'est les étudiants qui vont faire une discussion sur l'œuvre et qui, eux, vont amener la matière à la place, que moi, je vais compléter après. Ça peut être aussi un exercice formatif qu'ils font en classe, TP, chaque équipe a une question, ils ont un porte-parole, ils viennent en avant. Donc, ça les implique émotivement, ça les implique dans leurs études, ils n'ont pas le choix de se rendre compte de ça à leurs collègues. Mettre toutes les notes disponibles, comme je disais là, mais moi, je dirais plus dans un format Word aussi, pas un format fermé comme un PDF, pour que les étudiants puissent, notamment les étudiants en situation de handicap visuel, par exemple, puissent grossir les caractères. Donc, je vais montrer aussi la fonction dans Word pour pouvoir lire les textes, pour pouvoir se relire. Donc, ça, c'est toutes des méthodes qu'on peut utiliser. Pour les méthodes d'évaluation, c'est souvent là que les gens ont des mythes, là, on va revenir un petit peu plus tard, mais j'offre une variété, c'est-à-dire j'offre un choix d'évaluation, mais il faut toujours que ça réponde aux compétences, bien sûr. Donc, par exemple, je peux donner un examen théorique ou bien un portfolio. Comme le portfolio, les étudiants ont droit toujours à leurs notes, ça leur permet d'avoir leurs notes à l'examen aussi. Donc, c'est eux qui choisissent le modèle d'évaluation qui leur convient le mieux, mais pour que ça réponde aux exigences et aux compétences du cours. Pour le temps, la même chose, j'offre supplémentaire à tous les étudiants. Donc, si ils en ont besoin, ils peuvent le prendre. Actuellement, c'est 3 cours de 2 heures pour une dissertation. On a un 3 à l'oral le mardi dans lequel tous les étudiants peuvent venir, puisque le temps n'est pas une variable à mesurer dans mon cas. C'est sûr qu'ils vont faire face à l'épreuve uniforme, mais on les prépare quand même, c'est autre chose. Donc, c'est des moyens que j'emploie pour les motiver, les exposer heureux aussi. J'ai pas envie que quelqu'un fasse une crise de panique devant la classe, donc s'ils peuvent le faire devant moi, ça va. L'an passé, j'ai expérimenté aussi tous les étudiants en laboratoire pour leur examen final. J'avais un étudiant qui avait un TSA, donc un trouble du spectre de l'autisme, qui lui a commencé son examen en classe avec moi, donc il pouvait avoir mes informations comme les autres et qui a terminé au service d'aide à l'apprentissage. Donc, ce sont des moyens que je fais pour mieux encadrer mes étudiants. Donc, vraiment, le secret, je pense, c'est la variabilité des méthodes pédagogiques. Puis, l'étudiant choisit son évaluation. C'est sûr que si l'évaluation écrite son forain, ça fonctionne pas, mais il faut quand même que ça réponde aux compétences. Donc, c'est comme ça que je pratique la pédagogie inclusive dans les classes. Parfait, parfait. Merci Brigitte. Pour terminer cette bloc et puis je vois que le temps découle, puis on est un peu en retard, alors je vais vous demander de brièvement pour cette dernière question, répondre à quels sont les projets par lesquels vous utilisez, étudiez et implantez le CEA présentement. Alors, vous avez déjà en parlé un petit peu, mais s'il y a des projets en particulier que vous aimeriez présenter au groupe avant qu'on passe aux périodes de questions, c'est votre chance. Alors, Frédéric? OK. Donc, pour nous, c'était, encore une fois, c'est institutionnel, la mise en place, donc ça a été plus stratégique. Et à l'origine, le premier projet, ça avait été de faire 18 mois de lobbying, quelque sorte, sur le campus, pour convaincre tous les partenaires administratifs et la haute direction que c'était bien le modèle qui nous irait. Ça a très bien fonctionné en 18 mois pile. On a fini avec une réunion du conseil exécutif de McGill où on a comme ratifié le fait que c'était bien le modèle qui nous convenait. Les 18 prochains mois devaient être l'implantation avec le personnel enseignant. Et c'est cette partie-là qui, par contre, n'est pas du tout à l'heure, elle était débordée dans toutes les directions. C'est quelque chose de beaucoup plus complexe, je pense, la mise en place au niveau du personnel enseignant. Et convaincre les enseignants que c'est en effet le modèle, que ça vaut l'investissement,
c'est la partie qui est difficile. Donc nous, on continue à l'interne à faire un développement, une prise de conscience systématique. La façon dont on le fait, c'est que simplement on le fait dans tous nos échanges. C'est-à-dire qu'à chaque fois on a un échange avec un membre du personnel enseignant, on va essayer de ramener ça à la CUA et se leur dire est-ce qu'ils connaissent, est-ce qu'ils ont vu le modèle, est-ce qu'ils veulent une formation, est-ce qu'ils veulent du soutien. Et c'est surtout ces trois formes-là. C'est en général répondre à des questions, donc agir comme point de contact pour avoir des réponses pratiques et faire des suggestions pratiques. Il y en a une qui est la formation aussi. On donne des formations ou individuelles ou en groupe ou à des départements entiers où là on va passer le modèle en complet avec des mises en pratique. Ou quelquefois maintenant ce qu'on fait c'est être consultant, c'est-à-dire qu'on a un département en ce moment par exemple qui revoit un plan de cours, des plans de cours et revoit des évaluations et donc travaille avec nous pendant l'espace de 6 mois pour voir si ceux qui ont l'intention d'implanter, de corriger, de modifier est en accord avec les principes de la conception universelle. Donc c'est une consultation en parallèle comme ça. Mais c'est très complexe de convaincre les enseignants et ce qu'on a vu aussi c'est la multitude des variables qui font qu'un enseignant adopte ou rejette. Et c'est ce qui a amené au projet Interop qui est en place avec 4 collèges anglophones et McGill, qui est vraiment d'aller en profondeur avec une centaine d'entrevues qualitatives pour comprendre vraiment quelle est la multitude de ces variables et comment est-ce qu'on peut créer finalement une recette gagnante où on essaye de voir tous les aspects qui encouragent un enseignant et essayer de réduire les aspects qui découragent l'enseignant. Et je pense que c'est vaste. Je pense que si on est quelquefois pas réaliste en pensant qu'il suffit de cliquer les doigts pour qu'un enseignant soit d'accord, non, c'est un choix qui est vraiment que nous on essaie de voir d'un modèle un peu cost-reward. Donc qu'est-ce qu'il y en est pour moi, qu'est-ce qui fait que je vais aller d'un côté ou de l'autre. Et je pense que c'est intéressant comme perspective pour être capable de comprendre ce qui fait qu'un enseignant aille vers l'inclusion ou n'aille pas vers l'inclusion. Et la présence d'un besoin, comme vous l'avez mentionné, si on arrive à un certain constat de difficulté dans un département ou dans une institution, c'est une des variables. Mais il y en a Je pense que aussi dans le deuxième bloc, on parle des mythes et des résistances aussi, on va en parler plus. Là. Oui, alors pour notre part, on a 3 projets qui vont en parallèle. Tout d'abord, on a été subventionné pour une recherche PAREA 2014-2017 qui veut justement évaluer scientifiquement l'impact de la CEA sur l'amélioration du français écrit en français langue seconde. Donc, on veut aller chercher des chiffres scientifiquement. Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, avec le CRISPECH, on est en train de monter une communauté de pratique au sein du Cégep Dawson, justement qu'on a appelé UDL at Dawson, pour communauté pour laquelle on a fait en fait une présentation au moment de la journée pédagogique vendredi dernier, pour laquelle on a déjà des inscriptions de membres qui souhaitent participer à l'hiver 2015 à justement cette communauté. Donc on a des gens de sociologie, de philo, de psycho et de métaux qui se sont inscrits pour l'hiver. Donc on sent que il y a du mouvement de ce côté-là. Et le troisième volet évidemment est l'application dans nos salles de classe. Nous c'est la 5e session en cours et je dirais que c'est en partie, c'est pas en partie, c'est le grand plaisir au quotidien. Voilà, pour les projets pour nous. Super. Et Brigitte? Bien, en fait, moi, je suis dans un milieu francophone. La CEA, ça commence tout juste. C'est pas encore implanté, mais je travaille comme membre avec le CRISPECH, avec le Cégep Marie-Perrin du Montréal, UDM et du CAM, sur lequel on a un projet pilote. Donc, chaque cégep a un professeur qui fait le projet pilote. Dans notre cas, c'est un professeur d'architecture ici au département d'architecture. Donc, il a fait son cours entièrement CEA, mais les conclusions de ça va seulement plus tard, puisque présentement, c'est en cours. Donc, on aura des conclusions plus tard. Voilà. Parfait, parfait. Alors, on va passer aux périodes de questions. Je vois qu'il y a déjà des questions qui entrent par clavardage, mais je vais demander à soit Patricia ou Hélène de gérer les questions des participants. Oui, bonjour Patricia, je me suis reconnectée. On vient de redonner accès au micro à tout le monde. On l'avait fermé pour pas avoir trop de bruit ambiant. Donc, vous avez juste à nous autoriser l'utilisation de votre micro et lever la main avec le petit icône et je vous donne le droit de parole. J'ai vu dans le chat qu'il y avait déjà Juliane et Christine de l'UQAP qui posaient des questions.
C'est bon, parfait. Je vais vous donner accès. Vous pouvez poser votre question aux panélistes. Oui, est-ce que vous nous entendez? Oui. OK. En En fait, on avait deux questions que j'avais écrites. OK. En fait, on avait deux questions. Au niveau des étudiants, je me demandais avec M. Pobet comment vous, au niveau des exemples étudiants, je me demandais concrets de ce que vous faites eux-mêmes, puis aussi exemples concrets de parce que nous, on est à l'université, donc au niveau des chargés de cours, comment vous réussissez à les rejoindre? Comment vous réussissez à les rejoindre? OK. Donc, au niveau des étudiants, moi, mon rôle, si vous voulez, il est divisé en trois parties maintenant. C'est un niveau de, oui, c'est sûr qu'on doit en parler aux étudiants. C'est aussi du soutien par rapport aux enseignants et ensuite un soutien et un lobbyisme au niveau du personnel administratif. Pour les étudiants, c'est en fait une chose importante. Je pense qu'il faut aussi expliquer aux étudiants que l'on utilise le modèle. Donc, on a créé en fait un atelier qui est donné plusieurs fois par semaine sur les deux campus qui explique aux étudiants le modèle. Parce que je pense que s'il y a quelque chose qui est un phénomène qui est pas trop à discuter, mais que si vous avez un étudiant qui a bénéficié d'énormément d'accommodements et qui passe dans un système où l'accommodement, par contre, n'existe pas parce que justement il y a une pédagogie plus inclusive, ça peut créer un choc. Il faut que l'étudiant aussi comprenne qu'il y a deux modèles et qu'ils sont en train de quelquefois de façon fluide de passer d'un modèle à l'autre, de classe en classe. Mais pour les exemples concrets de ce qu'on fait avec le bureau, moi, ce que je voulais surtout dire, c'est qu'on a passé ce qu'on appelle un audit de conception universelle. On a pris un an, de juillet 2012 à juillet 2013, à analyser tout ce qu'on faisait dans nos pratiques, au niveau des examens, au niveau des preneurs de notes, au niveau de tout ce qu'il y avait d'administratif, de la première rencontre, de la terminologie qu'on utilisait avec l'étudiant. Et on a déconstruit tout ça pour voir où est-ce que le message que l'on donnait avec nos pratiques était contradictoire par rapport au principe de la conception universelle. Donc, en fait, comment on encourageait les étudiants à faire certains gestes alors qu'on voulait que, finalement, ça soit l'environnement qui change, ça soit le cadre pédagogique qui change. La première, je vous dirais tout de suite, c'est par exemple la lettre pédagogique qu'on envoie, la lettre diagnostique qu'on envoie aux enseignants pour dire, vous avez un étudiant dans votre classe qui a une déficience. Nous, on l'a supprimé en juillet 2011, elle n'existe plus. Parce que c'est par essence le geste le plus médical, le modèle médical que vous pouvez faire. Si vous dites à l'enseignant, finalement, il y a un étudiant qui a un problème, vous ciblez le problème sur l'étudiant, au lieu d'essayer de dire, bon, on va regarder la pédagogie parce que c'est là un peu qu'il faut faire le changement si on veut moins de friction au niveau de l'inclusion. Est-ce que ça vous va? Pour le soutien aux chargés de cours, ça c'est monumental, surtout qu'ici on a 1600 chargés de cours et lectures, donc c'est monumental. Je pense qu'il n'y a pas de recette miracle. Il faut, dépendant de la taille de votre institution, de vos processus, de votre structure administrative, voir ce qui marche le mieux. Nous, c'est sûr qu'on essaye par le haut, par le bas. C'est-à-dire que par l'administration, on essaie d'avoir des politiques et puis des messages par les directeurs de département, par l'administration. Il y a plus de renforcement possible par l'administration et la haute direction. Par le bas, c'est à chaque contact, à chaque courriel, même si la question n'a rien à voir avec la conception universelle, on ramène ça sur la conception universelle. Je vous appelle parce que j'ai une question d'examen, ok, est-ce que vous voudriez une formation? Ça doit être épuisant parce qu'on leur en parle à chaque opportunité. Mais je pense que c'est comme du marketing. Il faut que le message passe, donc il faut qu'on utilise tous les moyens possibles pour que le message se répète et que les gens commencent à s'intéresser à ça. Je pense que ça a marché parce que mon propre patron m'a dit que je pense qu'il est impossible à McGill de rencontrer quelqu'un qui n'ait pas au moins entendu le mot et qui se pose des questions dessus. Donc c'est au moins un départ. Merci beaucoup. Je vais poser une question pour un participant. Il y a monsieur ou madame Lemieux de Mérici qui demande à madame Galipeau qui sont les membres de la communauté de pratique, quelle catégorie d'emploi? Au départ, les membres fondateurs, c'est l'équipe de recherche, donc les deux professeurs de français langue seconde et l'orthopédagogue, et Catherine Loisel du CRISPECH. Donc ça, ce sont les 4 membres fondateurs. Et les autres membres qui viennent de s'ajouter, ce sont des professeurs, des enseignants du cégep, de différents départements, donc que je nommais tout à l'heure, sociologie, philo, psycho et métaux. Parfait, merci. Donc c'est dans ce sens-là, on se rend compte qu'on est en train de toucher les professeurs, et ça rejoint un petit peu ce que disait Frédéric, c'est que oui, effectivement, dans notre institution, la conception universelle, Universal Design for Learning, on l'entend depuis un certain temps et ça commence tout doucement à éveiller finalement des intérêts véritables.
Parfait, merci. Pour faire du pouce sur cette idée-là, on demande à M. Fauvet comment vous faites pour rejoindre les chargés de cours. Je pense qu'il a déjà répondu. Oui, il n'y avait pas répondu. Mais, ouais. Je pense que c'est bon, on a... Non, ça va. Non, c'est ça, mais... L'information ou... Alors, peut-être aux prochaines questions. Oui. Mais moi, je demanderais peut-être à Brigitte, peut-être la même question dont Laure vient de répondre. Pouvez-vous parler un petit peu de la communauté de pratique dont tu participes, le comité de travail, puis les gens de membres que vous avez autour du table? C'est une modèle un peu différente. Absolument. En fait, avec les CRISPECH, on se retrouve à être quelques enseignants. Donc, 2 enseignants de Marie-Victorin, 2 enseignants de Montmorency, 2 enseignants du Vieux-Montréal. On a aussi des professeurs de l'Université du Québec à Montréal. Et on a à l'UDM une conseillère pédagogique. J'espère ne pas oublier personne. Et puis, on a un membre aussi de l'Université de Montréal qui travaille un petit peu à côté parce qu'elle fait déjà beaucoup de pédagogie inclusive. Et puis, on va essayer maintenant que j'avance un petit peu, mais c'est sûr qu'il va y avoir des outils qui vont être disponibles pour les enseignants qui vont s'intéresser à ça. En fait, c'est ce qu'on fait. C'est qu'on fait un projet pilote, on va regarder qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, puis on va mettre à la disposition par un site web des disponibilités, des outils pour aider les enseignants dans leur démarche vers une pédagogie inclusive. Parfait. On a une question de Mme Quirillon qui demande si vous étiez la direction d'un collège, quelles seraient les étapes concrètes pour mettre en place la CUA? Oui. On prend le même ordre ou... Ouais. Ok, je me lance. Mais ça, je pense que c'est vraiment, il faut agir avec flexibilité. Je pense qu'il n'y a pas une réponse qui marche pour tout le monde. Ça dépend de l'environnement, ça dépend de vos ressources, ça dépend de la taille de l'établissement, ça dépend du niveau d'établissement aussi, parce qu'on a des gens qui sont au niveau collégial, et des gens qui nous écoutent peut-être qui sont au milieu universitaire. On commence à travailler beaucoup, nous, avec le milieu scolaire aussi, secondaire anglophone, qui s'intéresse beaucoup à la conception universelle. Et je pense que la réponse n'est pas la même dans tous ces domaines. Il y a plusieurs options. Une des options qui est l'approche vers le haut, c'est-à-dire stratégiquement d'aller chercher justement toute la haute administration, la direction, le personnel de direction, et créer un esprit, une culture où les gens sentent que oui, ça a été adopté à un niveau institutionnel. Ça, c'est une des solutions. L'autre solution, qui est tout à fait aussi valable, je pense, c'est de commencer par le bas, un peu ce que Dawson a fait, c'est-à-dire que vous êtes face à un vrai problème, vous avez des enseignants qui veulent s'y attaquer, vous avez créé un projet pilote, un certain nombre, ou au moins une unité qui s'y intéresse, et qui se lance, et je pense qu'après, il y a d'énormes potentiels à faire du modeling, c'est-à-dire que d'autres départements vont s'y intéresser, parce qu'il y a un département qui s'y est intéressé, ça fonctionne bien, ça produit des résultats. Je pense que ça peut être tout à fait favorable aussi au développement de la conception universelle. Ça va dépendre du milieu. Et je pense qu'en principe, la conception universelle, ça vous demande d'être flexible, justement, et de s'adapter, et que justement, c'est le principe, il faut s'adapter, il faut voir un peu ce auquel vous faites face, et adapter votre stratégie dépendant des données du problème. Est-ce qu'il y a d'autres panélistes qui veulent répondre à cette question? Si vous avez quelque chose d'ajouter. Moi, je pourrais peut-être ajouter juste, de mon point de vue de prof, finalement, le regard est le même, que c'est une question, il faut regarder l'architecture. Alors, est-ce que c'est l'administration en général qu'on regarde et comment est-ce que c'est structuré, ou est-ce que c'est le cours que l'on regarde et comment est-ce qu'il est structuré? Et puis, en prenant morceau par morceau, s'assurer finalement que les 3 grandes lignes, les 3 grands moyens d'expression les 3 grands moyens de la CUA se interagissent les uns avec les autres, finalement. Qu'on parle de souplesse, c'est le point de départ, mais finalement, c'est le même regard, que ce soit pour un cours ou que ce soit pour une institution. Moi, j'ajouterais peut-être juste un point, c'est que si jamais il y a des gens qui nous écoutent qui ne sont pas enseignants, et qui sont du personnel de soutien, du personnel de direction, c'est sûr que le message passe beaucoup moins venant de quelqu'un qui est pas activement pédagogue que quelqu'un qui est pédagogue. Donc, je pense qu'il faut aussi s'investir, même de façon stratégique, à aller chercher des alliés, justement des enseignants qui sont déjà en faveur du modèle, qui l'utilisent déjà, pour essayer de faire du modeling, que ce soit par vidéo, par témoignage, par ce genre de choses, pour essayer de convaincre par les collègues. Je pense que ça marche beaucoup mieux quand
quand un enseignant voit un autre enseignant le faire, je pense que ça va beaucoup plus vite que si c'est quelqu'un qui est de l'extérieur et ça veut dire, je pense que c'est une bonne idée pour telle et telle raison. Je suis d'accord. Peut-être une dernière question pour terminer ce bloc. Dans le clavardage, on a monsieur du Cégep à distance qui dit l'éthique pour la CUA, est-ce que c'est une condition nécessaire ou un outil à privilégier? L'application de la CUA est-elle conditionnée par un niveau de maîtrise élevé en TIC? Bonne question. Qui veut répondre? Je peux répondre. Oui, en fait, ça va un petit peu dans les limites aussi, là, à abattre. Je pense que oui, ça peut être un outil à privilégier, mais c'est pas obligatoire. Quand on parle de méthode d'enseignement, comme je parlais tout à l'heure, on n'a pas nécessairement besoin de cycle, c'est-à-dire faire des travaux d'équipe, le fait que les étudiants répondent en question, ça peut être aussi l'équipe ou le lecteur, quelqu'un qui prend des notes pour tout le monde. Ça prend pas nécessairement des cycles. Donc, c'est pas une maîtrise élevée en cycle non plus, mais c'est sûr, ça dépend de ce qu'on entend par cycle. Est-ce que le traitement de cycle, c'est des cycles? Bon, je suis pas certaine, mais ça fait quand même longtemps que ça existe. C'est élévateur, oui, c'est un cycle. Mais les étudiants n'ont pas besoin de maîtriser ça, c'est pas compliqué, c'est plutôt le professeur qui le maîtrise. Moi, je l'ai expérimenté cette semaine, ça m'a pas pris tellement de temps. Donc, je pense qu'il y a certains collèges qui ne vont faire que par ça. Là, je pense à Jean Vianney qui fonctionne avec les iPads et avec anciennement Didacti, qui a un nouveau nom dont j'oublie le nom. Mais je pense pas que c'est nécessaire. Je pense qu'on peut faire de la pédagogie inclusive sans ça, mais ça l'aide si on en a évidemment. Là. Donc, c'est sûr que si on parle de correcteur antidote, de lecteur et tout ça, ben, c'est préférable d'en avoir, bien sûr. J'espère que ça répond à votre question et que j'ai pas plus nébuleux. Frédéric Coulard, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Moi, j'allais exactement dans le même sens que Brigitte. La CUA, c'est pas forcément que de la technologie. Ça peut être justement les alternatives, travail d'équipe, cours magistral, réutiliser, mais vraiment varier à l'intérieur d'un même cours. Mais effectivement, ça peut être des outils technologiques qu'on utilise assez couramment, que ce soit Word ou Antidote pour tout le monde. Par exemple, c'est une des choses qu'on utilise avec nos étudiants qui sont faibles en français langue seconde, mais pas pour corriger, mais pour apprendre la grammaire, parce qu'on les accompagne et qu'on travaille avec eux. Donc, c'est en fait dans quelle mesure on veut utiliser ces TIC-là, mais c'est pas seulement de la technologie. Et on peut utiliser effectivement toutes sortes de pratiques pédagogiques diverses et variées qui ne réfèrent pas uniquement à l'électronique. Oui, moi je suis d'accord. Je pense que la conception universitaire n'a pas besoin du support technologique, mais par contre, c'est d'une aide fantastique. Donc, il y a des enseignants qu'on voit ici, qui enseignent depuis 40 ans et qui font de la conception universitaire de l'apprentissage de façon catégorique, systématique dans leur classe. Mais je vous dirais, c'est épuisant, parce que moi, quand je vois le niveau de ce qu'ils font pour aller justement vérifier l'engagement de l'étudiant, avoir une représentation de chacun dans la classe, ça prend des mesures et une créativité absolument formidable. Donc, des gens qui sont ancrés dans leur profession, qui travaillent depuis longtemps, qui sont très à l'aise, qui ont une bonne maîtrise de tous ces outils pratiques, sans passer par la technologie. Je pense que maintenant, si vous regardez un jeune enseignant ou quelqu'un qui commence, qui se lance, qui monte un cours, une fois que vous avez votre objectif, développer l'engagement d'élèves ou multiplier les moyens de représentation, la technologie, ça vous amène une facilité qui va décupler les ressources dont vous avez besoin en temps, en énergie. Donc, je pense que ça aide beaucoup. Ça sert de soutien et je pense que ça donne une bouffée d'un peu de soulagement quand les gens réalisent que, oh, il y a ça et ça me permet justement d'aller vérifier que est-ce que tout le monde dans la classe a compris. Comme le cliqueuse. On n'a pas besoin d'un cliqueur, on peut faire lever la main. Mais si vous avez un cliqueur dans une classe de 100 personnes, un cliqueur, ça vous permet d'animer en même temps et puis oui, d'aller vérifier si les gens comprennent, de faire des sondages immédiats dans la classe. Donc, c'est quand même, ça aide énormément. Mais en même temps, il y a un revers de la médaille. Il y a une question là qui est de qu'est-ce que les enseignants craignent le plus? Moi, je fais un peu de recherche, justement, on commence à regarder les variables qu'on voit dans notre projet interordre.
Et la plupart des variables qui vont être des stresseurs, ça va être relié à la technologie, justement. Donc, il faut faire attention aussi. Oui, ça aide de façon fantastique, mais chez beaucoup, ça crée des mythes et des craintes qui sont un peu mythiques. Donc, il faut aussi faire attention. Il faut aussi que l'enseignant se sente à l'aise avec les outils. Puis vous avez aussi tout le problème que vous allez avoir beaucoup d'enseignants qui vont vous dire, moi, je veux pas utiliser cet outil en classe parce que je veux avoir l'air compétent. Et ils ont peur de perdre leur sens, leur estime, enfin leur sens de compétence dans la classe parce qu'ils explorent et qu'ils ne s'y connaissent pas. Et je pense que ça prend beaucoup de confiance en soi à un enseignant de dire, je commence, je ne connais pas, aidez-moi, on va faire ça ensemble. Il y a des gens qui sont à l'aise, il y a des gens qui sont pas à l'aise. Donc, ça peut créer des freins un peu aussi sur l'intégration de la conception. Je pense que ça nous mène en fait, via cette dernière question, à notre prochain bloc où on va demander aux panélistes de présenter un peu plus en détail avant qu'on va recommencer à prendre des questions. Alors, le deuxième bloc, c'est autour des mythes à démonter, mais aussi des conditions pour appliquer la CEA dans des contextes différents au niveau postsecondaire. Et bon, on avait déjà commencé à parler à quels sont les résistants auxquels peuvent s'attendre lorsqu'on souhaite appliquer la CEA. On en a déjà commencé à parler que comment est-ce que la CEA est reçue par les enseignants devant l'appliquer, comment est-ce qu'on peut faire pour que les enseignants font un buy-in sur le modèle. Alors peut-être juste pour aller un peu plus en détail sur quelles sont les résistances auxquelles on peut s'attendre, puis aussi comment réagir. Frédéric? Donc encore, je vais laisser à un niveau institutionnel. C'est sûr que nous, on s'attendait à beaucoup de résistance au niveau de la direction, de l'administration, nos partenaires administratifs. Et il y en a eu très peu, en fait. Ça, c'est la partie, je pense, qui est facile, parce que si vous montrez aux gens les courbes de démographique, les besoins que ça représente, si on continue à fournir juste des accommodements au cas par cas, tête par tête, les gens réalisent très vite que financièrement, ça n'a aucun sens et il faut que les pratiques changent. Par contre, au niveau du personnel enseignant, je pense que c'est difficile dans le sens que, comme je vous ai dit, il y a de nombreuses variables, mais moi je vous dirais la première qui peut être un stresseur ou qui peut être un facilitateur, c'est l'identification des objectifs pédagogiques. Et surtout en évaluation. Quand on commence à avoir des discussions sur un changement, par exemple, regardez le temps supplémentaire. Une évaluation qui inclut le temps supplémentaire pour tout le monde. Là, vous allez avoir une vague de résistance qui va dire non, mais moi, je peux pas faire ça. Alors, vous allez dire, mais pourquoi? Est-ce que vous évaluez le temps? Est-ce que c'est une compétence, que la gestion du temps, une compétence que vous évaluez? Non. Alors, pourquoi est-ce qu'elle figure dans votre format? Mais parce que j'ai toujours fait ça. Donc là, il faut repasser par une discussion sur quelle est la compétence visée. Qu'est-ce que vous visez à évaluer dans votre évaluation? Les présentations, énormément de conversations avec des enseignants sur une présentation faite en classe, devant toute la classe, orale. Est-ce que vous évaluez la capacité de présenter quelque chose publiquement? Non. Qu'est-ce que vous évaluez? Il faut vraiment beaucoup de réflexion. On évalue la capacité de synthétiser. Okay, donc, est-ce l'étudiant pourrait faire ça de façon créative, sur un podcast, sur une vidéo, la présenter à la classe ensuite? Donc là, vous éliminez tous les problèmes de gestion de l'anxiété en chronique, toutes ces choses-là. Et là, souvent, on va dire oui, finalement, oui, c'est ça que j'évalue. Mais souvent, dans certains départements, certaines institutions, certains secteurs, cette analyse des compétences de base qui sont évaluées, elle n'a pas été faite. Elle a été faite un peu au départ, on sait vers quoi on se lance, on sait ce qu'on enseigne, mais il y a finalement très peu de milieux où on a une analyse très précise de quelles sont les compétences qu'on évalue. Et donc, on a encore beaucoup de mythes, beaucoup de résistance par rapport à l'ouverture, l'élargissement de l'accès, parce qu'on pense que le discours reste coincé si on pense qu'on évalue, alors qu'on n'évalue pas finalement. C'est pas quelque chose qu'on évalue. Une fois que c'est en place, c'est très simple et ça va très vite. Ça élimine tous les problèmes. J'imagine que le point qui vient avec ça, c'est le risque d'abaisser les niveaux aussi, quand on parle de l'évaluation. Ouais. Okay. Ouais, c'est un des mythes aussi. C'est ça. Ouais. On t'entend pas, là. On t'entend pas, là. Bien. Là, vous m'entendez? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Okay, excusez, j'ai aucune idée, j'ai rien touché. Là, c'est bon. Pour en revenir aux résistances, je reviens exactement à ce que disait Fauvet. Je rajouterais, pour appeler un chat, un prof, je crois, n'aime pas se faire dire ce qu'il a à faire. Et c'est une des résistances quand quelqu'un d'autre de l'extérieur vient le voir et lui dit ben, tu pourras enseigner de cette manière-là ou aborder de cette manière-là. Il y a comme une résistance
viscérale de la part du prof qui a l'impression de savoir, et qui sait ce qu'il a enseigné, mais quelque part, la réalité d'aujourd'hui est différente et elle a évolué très très rapidement et c'est ce qui fait que justement on a besoin d'aller chercher. En tout cas, nous, on a eu besoin d'aller chercher et ça nous a apporté des réponses. Et les résistances qu'on a rencontrées quand on a commencé à essayer de communiquer, de diffuser auprès de nos collègues, bon, ben, c'était évidemment le premier vocable, je crois, qui est sorti, c'est la différence entre équité et égalité et équité. Et toute la problématique et toute la beauté de la CEA finalement, c'est de se fonder sur l'équité, justement, de rendre un examen équitable pour tous les étudiants pour qu'ils puissent mettre en évidence leurs compétences et non pas faire un examen standardisé, égal pour tout le monde, qui met uniquement en évidence les différences des uns et des autres. Une autre résistance, un autre mythe qu'on a beaucoup rencontré et qui est une des questions, c'est la taille de travail que passer au modèle de la conception universelle représente. Alors oui, il y a une réflexion, mais et d'une, cette réflexion est enrichissante parce qu'elle est stimulante, et de deux, comme disait Frédéric, elle est durable. Parce qu'à partir du moment où on a réfléchi, et il est toujours beaucoup plus facile de réfléchir à plusieurs cerveaux, d'où l'intérêt des communautés pratiques. Et nous, on l'a ressenti, on l'a vécu au quotidien au travers de notre équipe, justement. Plusieurs cerveaux pour penser aux mêmes difficultés, aux mêmes problèmes. C'est plus facile, justement, de surmonter la tâche, le travail. Mais ça fait 5 sessions qu'on applique et qu'on est satisfaite. Alors que lorsqu'on a commencé à se poser la question, ça faisait facilement entre 5 à presque 10 ans que de session en session, on commençait de nouvelles approches, on essayait de nouveaux outils pour essayer d'aller rejoindre nos étudiants. Ça ne marchait pas. Et on abandonnait, c'était des échecs et on reprenait autre chose. Donc il y avait une sorte d'insatisfaction accumulée. Alors que là, ça fait 5 sessions et qu'on est dans la satisfaction accumulée de session en session parce qu'on devient meilleur aussi de fois en fois dans ce qu'on dit, dans la manière dont on dit les choses. Un autre, puis je voudrais pas tous les faire, mais un autre mythe qu'on rencontre aussi et qu'on a entendu souvent, c'est seulement pour les troubles. C'est seulement pour ceux qui ont des difficultés. Or, vous, on le sait, vous travaillez seulement sur les troubles d'apprentissage. Et là, il faut démoulonner effectivement ce mythe-là, ressortir la phrase initiale que ce qui peut être aidant pour l'un va l'être pour les autres. Et de se rendre compte que, par exemple, donner du temps supplémentaire à tout le monde, ceux qui sont forts et qui ont terminé avant, ben ils s'en vont puis ils vont faire autre chose. Ceux qui en ont besoin en bénéficient, sortent avec le sentiment d'avoir fait partie du groupe et ont aussi l'estime d'eux-mêmes qui augmente et donc qui permet l'engagement. Et ça, je dirais que les professeurs, l'utilisant de plus en plus, enfin, en tout cas dans nos départements, on sait que ça se pratique de plus en plus, comme pratique précisément le temps alloué, parce que justement, on se rend compte que dans la réalité, c'est quelque chose qui est, c'est un mythe de se dire que donner plus de temps n'est pas juste. Donc, je vais laisser la parole à Brigitte parce que je suis certaine qu'elle a la balle à reprendre. Oui, bien, en fait, je pense que les mythes touchent beaucoup l'évaluation. C'est souvent quand on parle d'évaluation. Quand on parle de méthodes pédagogiques, en fait, des fois, les professeurs et les enseignants vont dire « faut tout que je revoie mon cours ». Mais c'est pas vrai, parce qu'ils font tous la CEA. Souvent, moi, je prends mes collègues un par un. C'est comme ça que je sème ma petite graine. Je leur dis « oui, quand tu fais ça, tu fais de la CEA ». Ah bon? Donc, oui, c'est pas plus de travail nécessairement, c'est peut-être une réorganisation. De toute façon, quand on prépare un cours, même si ça fait plusieurs années de littérature québécoise. Des fois, je passe encore 3 heures sur le cours que je vais donner sur un aspect du cours. Donc, je fais juste le transformer un petit peu en CEA. Mais c'est quand ça touche l'évaluation, le temps supplémentaire. Ça, c'est difficile, même entre les étudiants, quand ils le savent, là, qu'il y en a un qui a plus de temps que l'autre,
Et tes amis vont plus réussir que moi. Donc, c'est pour ça que moi, je donne du temps supplémentaire à tout le monde. Donc, à ce moment-là, je dis pas qu'ils réussiront plus de temps, mais ils réussiront pas plus, mais c'est là que le bas blesse, je dirais, c'est souvent dans l'évaluation. Ou quand j'ai donné une présentation à l'Université de Montréal dans un cours sur la CA, et on disait, oui, mais quand tu fais l'évaluation, le choix de l'évaluation, le portfolio, puis l'examen, mais c'est pas juste. Mais comment c'est pas juste? L'étudiant a choisi en connaissance de cause son système d'apprentissage. Oui, mais est-ce que les gens réussissent mieux le portfolio? Non, pas nécessairement. Il y en a qui performent plus à l'examen. Donc, les gens trouvaient ça pas juste. Mais c'est ça que j'avais dit, là, tantôt, tu parlais de égalité, équité. Donc, j'attends, le pays, c'est équitable. Moi, je leur donne l'exemple des cartes routières, que moi, j'ai de la difficulté à lire, mais que si le chemin est linéaire, pour moi, c'est plus facile. Donc, c'est souvent ces mythes-là. Puis un autre mythe, un dernier, c'est souvent, mais que vont-ils faire, ces étudiants-là, rendus sur le marché du travail, s'ils ont eu la vie plus facile au collège? Et là, je réponds, je leur dis que finalement, je forme des citoyens, et non pas des travailleurs, en premier. En deuxième, des travailleurs, mais que ces travailleurs-là connaissent leurs limites. Donc, une infirmière, ça lui prend du temps parce qu'elle est dyslexique ou orthographique ou qu'elle a des difficultés de calcul. Peut-être qu'elle ne travaillera pas à l'urgence et peut-être qu'elle ne travaillera pas avec les médicaments, mais peut-être aux 8 heures. L'éducatrice spécialisée, la même chose. Celle qui va s'occuper de nos enfants. Ils vont choisir des métiers qui vont les... Donc, on n'en fait pas tous des littéraires, des philosophes et des médecins, des notaires. C'est aussi des travailleurs dont la société a besoin aussi. Donc, ils doivent être diplômés aussi, pas n'importe quel prix, au prix des compétences à atteindre. Donc, ça, c'est un mythe que j'aime moins quand on dit qu'est-ce qu'ils vont faire en dessous du marché du travail. Mais moi, je me dis, faut leur faire confiance, ils connaissent leurs limites, ils connaissent leur stratégie, puis ils vont s'en servir pour obtenir un emploi. Voilà. Et moi, peut-être j'ajouterais juste à ce que Brigitte, parce que en fait, je viens d'écrire cette question pour vous poser par la suite, parce que je vous dis qu'il y en a qui l'abordent. Puis c'est ça aussi l'idée que le CEA, ça prépare des meilleurs apprenants aussi, ça les fait apprendre à apprendre. Puis on développe des expertises d'apprentissage aussi via cette approche qui va favoriser la responsabilisation de l'étudiant aussi. Oui, absolument. Ça aussi, ça peut être utilisé comme un argumentaire. Bon, peut-être je vois qu'il y a que 15 minutes qui nous restent, alors peut-être je poserai une dernière question aux panélistes, puis ensuite on va ouvrir les questions. Alors, je pense qu'on a déjà commencé à parler de toute façon de quelles sont les conditions nécessaires et est-ce qu'il y a des modèles pour l'implantation qui a fait leur preuve. Alors, quels modèles peuvent être utiles en termes de développement de ce modèle dans un établissement ou dans un département? Je pense qu'on en a déjà parlé un petit peu, mais je demanderai aux panélistes d'en ajouter s'ils ont des choses à ajouter sur ce point-là. Alors, Frédéric? C'est la dernière question, en fait, c'est ça? Le modèle d'implantation? OK. C'est sûr que moi, je trouve que ce qui est quelquefois difficile au Québec, c'est qu'on nous pose souvent, mais on commence un nouveau modèle. Moi, je voudrais juste réexpliquer que la conception universelle, vraiment, amène ensemble à peu près 40 ans de littérature théorique sur l'inclusion, sur l'enseignement différencié, sur les intelligences multiples. Il n'y a rien de nouveau. Donc, c'est pas non seulement l'idée d'avoir un nouveau modèle, de venir l'implanter. Je pense que c'est un modèle qui convient à tout le monde, qui est formidable pour le postsecondaire et qui synthétise toutes ces notions sur un modèle, sur 3 principes faciles à appliquer, faciles à distribuer, à promouvoir. Donc, modèle d'implantation, je pense qu'il faut que, et ça revient à la deuxième question, je pense qu'il faut que le terrain soit propice et je pense que la condition nécessaire, c'est qu'il y ait un besoin. Pour nous, c'était un besoin de gestion des ressources. Certains, chez Dawson, c'était un besoin vraiment au niveau de l'enseignement, ça bloquait, il fallait trouver une solution. Je pense que les besoins vont être différents selon les environnements, mais il faut que la personne qui essaie de développer le modèle prenne ce besoin en main et l'utilise pour justement créer un désir de curiosité dans l'établissement. Donc dans ce sens-là, je pense qu'il n'y a pas un modèle qui marche. Je pense que le modèle, encore une fois, il faut qu'il soit flexible, il faut qu'il aille chercher justement la source de besoin. Une fois que le besoin est là, il y a de l'intérêt et on est capable de bâtir sur l'intérêt qui est là. Donc ça pourrait être totalement administratif et sur le plan des ressources, ça pourrait être totalement pédagogique et sur le plan de l'enseignement parce qu'il y a des enseignants qui se questionnent.
Puis je dirais simplement aussi que de toute façon, le besoin essentiel, c'est que la pédagogie change. Même si vous mettez de côté les besoins particuliers, les besoins émergents, je pense qu'il est impossible d'aller dans un forum d'enseignants sans que tout le monde vienne à la constatation que la pédagogie au XXIe siècle, elle ne sera plus ce qu'elle a été au XXe siècle. Donc, on a tous un questionnement à faire sur qu'est-ce qu'elle va devenir. Donc, ça aussi, c'est un terrain formidable pour aller mettre la question de la conception universelle en disant, ben nous, on a déjà un modèle qui est là, qui va servir à faire face à nos obligations légales, mais qui en plus va être formidable pour créer un sentiment d'inclusion dans la classe et des pratiques qui vont mener à plus de réussite pour l'ensemble de la population étudiante. Donc, on a une conjecture où je pense que les deux discours se ressemblent de façon et se rapprochent de plus en plus. Et il y a de toute façon de plus en plus d'enseignants qui vont arriver au constat de dire il faut que je change. Vous regardez tout ce qui est flipped classroom, la pédagogie inversée, la pédagogie interactive, la pédagogie avec la technologie, sont les mêmes questions de base. C'est comment est-ce qu'on va transformer ça et comment on va transformer ça pour que ça soit utile au plus grand nombre. C'est la question centrale de la conception universelle. Voilà. Je dirais dans le même sens en disant que la conception universelle aurait le bénéfice de réunir toutes ces différentes pédagogies en un même lieu, en un même modèle, en prenant un petit peu de toutes ces différentes approches-là. Je dirais, pour ma part, en tant qu'enseignante, que tout ce qui relève de communauté de pratique est un modèle d'implantation très aidant, parce qu'il y a cette idée d'écoute, de partage et effectivement de pédagogie qui évolue très rapidement. C'est évident que dans les 4-5 dernières années, on a vu nos salles de classe changer du tout au tout. Et les étudiants qui sont dans nos salles de classe sont dans nos salles de classe parce qu'ils sont arrivés là et ils vont rester dans nos salles de classe. Et donc, c'est à nous, de toute façon, de réfléchir, de se remettre en question par rapport à cette situation-là. Donc, la communauté de pratique, en ce qui me concerne, est vraiment un lieu positif de par, justement, l'échange et la possibilité de travailler à plusieurs cerveaux. Donc, il y a cet aspect-là. Et il y a aussi aller recourir aux témoignages d'étudiants. Les étudiants qui sont passés par des approches CEA, parce qu'en fait, quelque part, faut pas oublier qu'en tant qu'enseignant, il y a toute une part émotive. Enseignant et apprenant d'ailleurs, mais dans en pédagogie, il y a toute une part émotive qui est excessivement importante. Et j'ai toujours été convaincue que justement, le prof va se tourner vers une nouvelle approche parce que la difficulté part de l'intime. Et l'intime, ça peut être la vie personnelle, familiale, mais ça peut être aussi tout simplement le contact avec ses étudiants. Et justement, ces témoignages d'étudiants qui seraient passés par un modèle et qui pourraient témoigner des bénéfices ou de ce qu'il a vécu, à mon avis, est aussi très pertinent et percutant. Voilà. Merci, Laure. Brigitte? Oui, pour ce qui est des modèles d'implantation, en fait, nos collèges, c'est plutôt, il n'y a rien d'obligatoire quant à la CEA. On essaie d'en parler, évidemment. On a des professeurs ressources qui vont aider certains enseignants à appliquer certaines méthodes dans leurs cours. Mais j'en viens un petit peu au projet auquel je participe, le PCUC, en fait, projet collaboratif université et collégial. Donc, on tente d'implanter le projet, puis on va voir les conclusions un petit peu plus tard, mais je suis confiante que les conclusions vont être positives. Parfait. Merci. Alors, je pense qu'avec ça, je vois qu'il y a beaucoup de questions qui entrent par clavardage. Alors, je pense qu'on peut passer tout de suite à la prochaine période de questions. Alors, pour les gens au CAPES, est-ce que vous pouvez prendre charge d'établir un ordre pour les questions? Oui, j'en ai noté quelques-unes. J'invite tout le monde à poser ses questions avec le micro en levant la main si vous voulez le faire. Ça va nous faire plaisir, ça va être plus dynamique. En attendant, je vais vous en lancer une qui est rentrée dans le clavardage. Comment est-ce qu'on peut s'assurer de l'équité des évaluations finales lorsque plusieurs modèles d'évaluation s'offrent aux élèves? Et pour les panélistes, sentez-vous à l'aise de juste lever la main comme ça pour indiquer que vous aimez aller en premier. On vous voit, alors. Alors,
pense que Brigitte et Frédéric, là. Et encore une fois, je vois pas nécessairement pourquoi l'équité vient en compte, puisque dès le départ, le format est clair pour les étudiants. S'il y a une flexibilité, qu'elle soit ou parce qu'il y a une multitude, une variété d'activités, donc ils ont la capacité de déployer leur capacité de façon différente selon les modes dans lesquels ils sont évalués. Pour vous dire la différence, c'est la différence entre un cours de première année à McGill qui va évaluer simplement sur choix multiples pour tous les cours de première année, ou vous comparez à ça un enseignant qui va mettre justement un travail à rendre, peut-être un travail qui va être un portfolio électronique, donc des façons multiples de représenter la compréhension du matériel, la synthèse des compétences, puis la démonstration des compétences. Donc ça, c'est un plan où, pour tout le monde, la variété est là. Vous avez aussi des enseignants qui vont le faire en faisant des formats différents. Donc, vous avez cette option-là ou cette option-là. Et à ce moment-là, c'est l'étudiant, selon ses capacités, la connaissance de son profil d'apprentissage, qui va faire un choix. Il y a équité dans le sens que tout le monde a les choix et le même choix. L'étudiant peut choisir le modèle qui convient mieux à son profil d'apprentissage. Tant que l'enseignant est conscient encore des compétences qu'il évalue et de la façon dont il les évalue, et qui sait que quel que soit le parcours pris par l'étudiant dans le choix des évaluations, on revient au même. Il y a une équité dans le résultat. Parce que finalement, imaginez, vous êtes en classe, vous essayez d'évaluer quelque chose, vous savez quelles compétences vous voulez évaluer. Donc, que vous permettiez différentes façons de la démontrer, tant que vous saviez ce que vous voulez voir à la fin, l'équité est là. J'imagine que, pour les profs, j'imagine que vous avez peut-être quelque chose à ajouter sur la correction de ces façons d'évaluer aussi, parce que je pense que la question aussi, ça touche comment est-ce que des profs peuvent développer des grilles pour la correction de différents types d'évaluation. Je voulais juste répondre, justement, donner un exemple tout à fait concret de ce que disait Frédéric à l'instant. On donne la possibilité, nos étudiants doivent faire une présentation de 4 minutes à l'oral. Donc, en fait, c'est présentation orale de 4 minutes. Et la possibilité qu'on donne aux étudiants, c'est de présenter en demi-groupe, de présenter devant 2, 3 ou 4 personnes, ou d'envoyer une vidéo de 4 minutes d'eux-mêmes présentant donc et ayant préparé à la maison ou ailleurs d'ailleurs. Et quelque part, c'est pour réduire évidemment le taux d'anxiété, de stress de parler devant le grand groupe. Et c'est offert aux étudiants. Tout le monde sait exactement que l'évaluation, ils ont la grille d'évaluation. La grille d'évaluation est la même pour tout le monde, mais ils savent qu'ils peuvent prendre le format qui leur convient le mieux. Et j'ai des étudiants qui sont même venus me voir en me disant, moi, je veux le faire absolument devant le groupe, parce que pour moi, je veux rencontrer je veux me préparer à des entrevues professionnelles. Pour d'autres, le stress est tellement élevé que de toute façon, se parler même devant 2 ou 3 autres personnes, ils en perdent tous leurs moyens. Alors que l'idée de la vidéo, ça les rassure. Ils sont alors à ce moment-là capables de montrer leurs compétences en français. Donc, c'était juste un exemple tout à fait concret. Et les étudiants sont confrontés donc à ces alternatives et il n'y en a pas de problème. Pour eux, ils font exactement le même examen. Et pour moi, en fait, ça me donne même plus d'heures de cours parce que j'ai plus de vidéos que je vais visualiser en bureau et moins d'étudiants en salle de classe. Parce que finalement, qu'est-ce que je vais chercher? C'est la présentation orale d'un exposé préparé. Donc, qu'il soit fait sur vidéo ou qu'il soit fait en salle de classe, finalement, les compétences qu'on va chercher, elles sont dans la grille d'évaluation, mais elles ne sont pas dans la performance devant un groupe. Donc, c'est un exemple concret que je voulais donner pour illustrer, justement. Ça m'amène à poser une question qui est dans le clavardage aussi. Comment est-ce qu'on arrive à un consensus lors de la rédaction des plans cadres en équipe? Il faut que tous les enseignants qui enseignent le même cours soient d'accord? Moi, je peux répondre à cette question-là. En fait, nous, au collège, on est pas mal autonome quant au plan de cours, à l'exception, évidemment, du devis ministériel. Donc, en littérature québécoise, il y a 6 ou 7 compétences qui doivent être présentes, mais le reste, c'est institutionnel. Mais moi, dans mes cours, je mets les œuvres que je veux, les évaluations que je veux. Évidemment, il faut faire la dissertation critique, il faut aller dans les compétences. Mais on n'a pas de plan cadre. Il n'y a personne qui... Mais ça dépend des collèges. Moi, je parle pour mon collège, c'est comme ça.
Je sais pas si c'est comme ça. Je pourrais parler pour notre collège. Pour notre collège, on a aussi des plans cadres par niveau parce qu'on a 4 niveaux, donc on a un plan cadre par niveau, mais donc il y a des choses qui sont obligatoires comme les examens de mi-session, les examens de fin de session. Mais à l'intérieur du plan cadre, on prend les activités pédagogiques, on manipule notre cours finalement en suivant des grandes lignes directrices. Juste pour ajouter, je pense aussi que oui, dans la plupart des endroits, on a des objectifs, des plans cadres, des termes de référence, mais on est en train de regarder des grandes questions là, mais en même temps, la conception universelle, ça commence aussi avec les petits détails. Nous, ce qu'on essaie de convaincre nos enseignants de faire, c'est changer une chose par semestre, de voir les faits, ça les motive à essayer davantage. Donc, on ne peut pas nécessairement parler de changer l'ensemble des références ou du matériel que vous utilisez. Commencez par une chose qui peut être la liberté qu'un enseignant prend de présenter son matériel d'une façon différente ou de créer une flexibilité dans le feedback que les étudiants donnent à une question, par exemple. Ça peut commencer tout simplement au lieu de répondre au cours d'un cours sur le même texte, le même cadre de référence. Au lieu de rendre quelque chose d'écrit, de dire vous pouvez me rendre quelque chose d'écrit, vous pouvez me faire un petit podcast ou vous pouvez présenter quelque chose à la classe. Là, vous avez déjà créé une variété d'évaluations ou même si c'est pas une évaluation, de moyens d'action et de représentation. Donc, ça se crée par degrés et ça s'explore par degrés. Je pense que tout le monde a un peu peur du sentiment de falaise. On est au bord, on va prendre le saut, tout va changer, on va être confus, tout va être mêlé. Mais ça commence avec des gestes simples, je pense. Il faut pas trop avoir peur non plus. Je pense qu'il faut simplement se mettre à l'aise avec le concept, avec les méthodes, avec les 3 principes, puis commencer à explorer des gestes simples dans le cadre de chaque cours. Et après, on prend une confiance en soi, je pense, et on est capable d'en dialoguer avec des collègues. On se rend compte que finalement, oui, on en vient aux mêmes conclusions, aux mêmes expérimentations, aux mêmes explorations. Merci. On a une question de Luc Jobin aussi qui nous dit le temps supplémentaire pour une évaluation en classe, ça va, mais en stage, comment on peut octroyer du temps supplémentaire en termes. Bon, mais le milieu de stage aussi, nous, on est lancé dedans. Donc, on parle de conception universelle et de stage et de pratique professionnelle aussi de façon continuelle à McGill. On en est même rendu à parler avec des résidents en médecine. Qu'est-ce que c'est que la conception universelle pour un résident en médecine? Je pense que ça s'applique à tous les niveaux. Il faut accepter le fait qu'il y a encore le principe de la flexibilité. Ce sont des environnements différents. Quelquefois, les contraintes sont différentes. Mais mon expérience dans le milieu était que une fois qu'il y a un dialogue entre les besoins de l'étudiant, les capacités de l'enseignant, les contraintes du milieu, on est quand même capable de trouver des flexibilités dans chacun de ces cadres. Et ça se fait doucement. Je pense que ça ne se fait pas immédiatement. Encore une fois, on peut pas arriver le jour où un stage commence en disant j'aimerais introduire de la conception universelle là-dedans. De toute façon, la conception universelle, c'est justement au niveau de la conception. Donc, les appels qu'on a souvent le soir d'avant, j'ai un examen demain, je voudrais qu'il soit en conception universelle. Ça, c'est trop tard. Et pour les stages, souvent, la frustration, c'est parce que souvent, c'est le jour où on est déjà dans une situation, on essaye de rendre ça plus accessible, de créer de la flexibilité. C'est souvent trop tard. Mais au niveau de la réflexion, quand on est encore avant le stage à concevoir justement qu'est-ce qu'il faut être démontré comme compétence, combien de temps on a, quel est le cadre de travail. Moi, la plupart des partenaires avec lesquels on travaille, même dans les milieux de stage, sont capables de trouver justement une flexibilité qui progressivement, de façon culturelle, commence à devenir une réalité. Là où vous avez quelque chose à ajouter? Je pense que vous avez pas des stages dans vos départements, alors. Pas encore confronté à ça. C'est beau, c'est beau. Eh bien, j'ai une autre question. Oui, une autre question. On a beaucoup parlé des étudiants en situation de handicap, mais on a René Bellan qui demande est-ce que la CUA tient compte des surdoués aussi? Bien sûr. Et avez-vous des exemples? Non. Je vais peut-être prendre la balle au rebond. Nous, en ce qui nous concerne, on n'a pas eu tellement à se poser la question par rapport à ça, puisqu'on était justement dans le niveau de langue le plus faible et qu'on était en français langue seconde, on a 4 groupes bien distincts, donc des groupes classes qui sont assez homogènes. Toutefois, le nouveau membre de la communauté qui s'ajoute à nous pour l'hiver 2015, qui est le professeur de philosophie, c'est effectivement sa problématique et c'est quelque chose sur lequel on va se pencher. L'idée de la CUA, c'est d'engager tout le monde. Donc,
c'est une problématique qui est propre à certaines personnes et à certaines disciplines ou à certains cours. Donc à ce moment-là, oui, effectivement, et c'est au moment où on repense le cours qu'il faut y penser et l'envisager. Malheureusement, en ce qui me concerne moi, concrètement, je peux pas donner j'y ai pas encore vraiment réfléchi, mais la session d'hiver, on va être amené à y penser justement avec le travail qu'on va faire avec le professeur en philo. Donc, tout le principe sur l'engagement, justement, on va aller chercher justement tous les élèves surdoués qui, quelquefois, dans un cours standard, vont être stimulés. Moi, je regarde, on travaille beaucoup avec maintenant avec des enseignants justement au niveau de base, on veut changer les évaluations, changer un peu le format de cours. Mais il y a déjà des gens à McGill qui faisaient ça depuis très longtemps et des gens qui justement sont dans des programmes très sélectifs. La faculté de droit, il y a des enseignants qui depuis plusieurs années font de la pédagogie renversée. Qu'est-ce que c'est que la pédagogie renversée? Justement, des enseignants qui sont passés par le processus de réflexion. Qu'est-ce que mon cours? Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'ils sont juste là pour prendre des notes? Non, ils sont là pour réfléchir, pour me poser des questions. Donc, imaginez comme cadre idéal pour quelqu'un qui est surdoué, un cours où on arrive où tout a déjà été distribué, tout est déjà disponible depuis un mois. Ce qui se passe en cours, c'est de l'interaction pure. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Est-ce qu'il faut aller plus loin? Comment on peut appliquer ça? Donc, tout à fait dans l'interaction, justement, en stimulant les gens continuellement. Et s'il est compris, on peut aller encore plus loin. Donc, c'est parfait. Même à ce niveau-là, la conception universelle, marche très bien. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions, Hélène? Patricia? Ça va. Peut-être que je pourrais en profiter. Il y a une question qui a été posée un peu plus tôt. Monsieur Fauvel, vous avez parlé de formation que vous offrez aux enseignants à l'université. Est-ce que c'est accessible ou est-ce qu'on peut en avoir une idée? Oui, ben l'idée générale de ce qu'on fait, c'est qu'on arrive avec on part avec les trois principes, et je pense qu'on a une grille qui vient de AHED, l'American Association for Higher Education and Disability, et qui est très simple, qui part avec les trois principes conceptuels et qui descend sur des moyens de plus en plus pragmatiques. Et on les met dans une situation vraiment un jeu de rôle où on les met dans leur classe, on imagine qu'est-ce que ça veut dire pour eux dans leur matière, dans leur cadre, avec leurs ressources, et on les fait discuter un peu sur des solutions pratiques. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir les enseignants qui, quelquefois, n'ont pas le même parcours ou le même contenu de cours, mais qui réalisent que, finalement, certaines stratégies marchent pour tout le monde, qui arrivent très vite aux mêmes conclusions, comment, justement, développer plus de moyens de représentation ou plus de moyens d'engagement dans une classe. Donc, il y a une dynamique de groupe qui se met là-dedans aussi, où les gens finissent par se rendre compte que c'est, encore une fois, des gestes simples, des petites choses très faciles à explorer et à instaurer dans un cours, qui vont se développer de plus en plus. On pourrait vous les mettre, les rendre disponibles, mais moi ce que je vous dirais, c'est qu'il y a aussi un processus organique. Il faut que vous découvriez un peu l'audience que vous avez et puis les gens qui sont devant vous. Donc même nous, notre façon de faire a beaucoup changé depuis le début. On arrivait avec certains principes, on parlait beaucoup de social model, donc du modèle social de production du handicap, alors que maintenant, on va se poser la question en entrant dans la salle avec quelques questions. On va essayer de jauger un petit peu quelle est la préoccupation principale. Est-ce que c'est les ressources? Est-ce que c'est des enseignants qu'il faut aller chercher sur le plan de ça va réduire la friction dans vos classes, ça va finir par éliminer certains problèmes que vous avez, donc aller chercher l'attention puis jouer sur ce besoin? Ou est-ce que c'est des gens vraiment qui sont intéressés par l'inclusion, qui veulent parler directement des problèmes d'inclusion? Donc on essaie de jauger ça avant d'entrer. Et ce qu'on essaie surtout de faire maintenant, c'est d'aller, comme a dit Brigitte, de les faire réaliser dès la première minute que, premièrement, on va leur parler de choses dont ils ont déjà entendu parler, que ça soit avec l'intelligence multiple, l'inclusion ou l'enseignement différencié. Rien de nouveau, on est juste en train de faire un repackage. Et surtout, on va aller leur montrer dès le départ qu'ils font déjà quelque chose, qui est Universal Design, qui est déjà sur la conception universelle. Donc, on leur demande pas de réinventer la roue, on leur demande de faire une réflexion sur ce qu'ils font déjà très bien, puis peut-être d'aller explorer un petit peu plus loin sur d'autres moyens, d'autres stratégies pour essayer d'élargir l'accès encore plus. Et ça, je pense que ça marche vraiment parce que souvent on arrive dans des formations en disant on vous présente quelque chose de nouveau, vous n'avez jamais entendu. Non, vous avez déjà entendu parler de ça, vous faites certainement quelque chose qui tombe tout à fait dans le modèle, on va explorer ça avec vous, on va en parler davantage, on va vous montrer combien les trois principes sont vraiment pratiques pour la manipuler et à discuter, puis ensuite on va voir avec vous jusqu'où on peut aller. Et surtout, on essaie de les lâcher avec des attentes réalistes. Ça, je pense que c'est très important aussi. Parce qu'il y a beaucoup de gens, et je suis sûr qu'il y aura des gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui vont penser que ce soir, ils changent tout.
Et c'est pas possible, et ça épuise les gens de penser que la tâche, il faut tout changer. Tout mon plan de cours, tous mes plans de cours, toutes mes évaluations. Je pense qu'il faut prendre le temps d'explorer un aspect, peut-être un des principes, l'appliquer ou dans le plan de cours ou dans l'évaluation, et prendre le temps d'avoir du feedback des étudiants, de voir combien ça change les pratiques et la réaction des étudiants, et que c'est ce facteur-là qui motive l'enseignant à aller plus loin, et c'est une autre chose le semestre prochain, et à continuer cette exploration. C'est vraiment un spectre. C'est pas, on n'est pas où conception universelle, on est quelque part. C'est ça, en fait, parce que c'est une carte théorique, c'est pas une approche clé en main qui peut être, en fait, appliquée à tous les cours puis toutes les situations. Il y a une réflexion en tout temps, là, qui est aussi continuelle. C'est pas quelque chose qu'on commence en mettant en place puis c'est fini aussi. C'est une réflexion continuelle qu'il faut, alors, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Puis ça serait bien, je vais le dire encore, ça serait bien d'entendre d'autres voix que les notes. Alors, vous avez le droit de lever les mains puis de dire votre question par microphone. Alors, je vous encourage de lever vos mains. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'aurais aimé répondre à une question, en fait, qui m'a été posée. Est-ce que c'est possible? Oui. Oui, OK. Donc, madame? Oui, il y a Madame Dubon qui me demande, en regard de l'EUF, qui est l'épreuve uniforme de français, qui est plutôt un examen standardisé, comment les étudiants sans diagnostic s'adaptent au contexte de l'examen. En fait, j'ai travaillé à l'épreuve uniforme de français comme superviseur, donc je peux quand même répondre à cette question-là. Premièrement, je ne sais pas si Mme Dubon veut dire sans diagnostic dans la mesure où les étudiants auraient besoin d'un diagnostic et qu'ils ne le sont pas. Si tel est le cas, évidemment, certains ont des stratégies pour le réussir, d'autres moins, ce qui fait que parfois ils vont échouer et se retrouver au sommet en français et que là, finalement, moi, je vais les envoyer voir l'orthopédagogue ou l'orthophoniste du collège. Pour ceux et celles qui n'ont pas de diagnostic, puis qui n'ont pas de troubles d'apprentissage ou qui ne sont pas en situation de handicap, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'épreuve uniforme, c'est une sanction. Ça sanctionne les études. Ce qu'on vérifie à l'épreuve uniforme, ce sont les compétences minimales. Moi, dans mon cours, j'espère que les étudiants vont arriver aux compétences maximales. Et puis, tout est mis en place pour qu'ils réussissent en 4h30. On a même une simulation au collège, il y en a même dans plusieurs collèges. Donc, le fait que je donne une stage supplémentaire à tous mes étudiants, je ne crois pas que ça les affecte autant. Au contraire, ils sont en situation d'apprentissage quand je leur enseigne. Donc, ils apprennent comment faire une dissertation et quand ils arrivent à l'épreuve, rares ceux qui ont manqué de temps. Je tiens à préciser que le taux de réussite à l'épreuve uniforme est quand même de 85%. Donc, j'espère que ça répond à la question de Mme Dubon. J'aimerais juste un mot d'appréciation de le partage d'informations qui se fait par clavardage. C'est très bien de voir que les participants, en fait, ils partagent entre eux toutes sortes d'informations relatives au sujet, puis des ressources aussi. Alors, c'est intéressant de continuer à le faire. C'est intéressant. On va prendre la question de Mme Belland quand elle va entrer, puis après ça, on va passer à la synthèse. De la conception universelle pour tout ce qui est la diversité de la population étudiante, mis à part les étudiants en situation de handicap. On en parle maintenant de plus en plus, mais que ce soit au niveau de la diversité culturelle, la diversité de langue, vraiment, je pense qu'on en parle trop encore au niveau en silo, vraiment de façon isolante, par rapport aux difficultés d'apprentissage, par rapport aux situations de handicap. Mais c'est vraiment un modèle qui marche pour tout le monde. Donc à partager, et s'il faut, ça devrait nous encourager à vraiment échanger, puis à ne pas avoir un sens propriétaire sur le modèle, mais d'accepter que les gens le prennent et l'utilisent de façon différente. Peut-être, c'est un bon point, puis j'ajouterais que c'est sûr que dans le contexte des projets intérieurs, une des choses qui était souvent discutée, c'est que c'est ça vient d'où le message, est-ce que les services adaptés est la meilleure place pour lequel centraliser ces ressources, etc. La réponse, dans la plupart des cas, c'était probablement non, mais ça peut être quand même une place où les ressources peuvent se centraliser, mais c'est sûr que pour avoir le buy-in de tous les acteurs, ça doit venir de plusieurs niveaux et plusieurs places et non seulement des personnes qui sont à la défense des droits des personnes en situation de handicap. Je suis complètement d'accord. Alors, il y a la question de Mme Belland qui est rentrée. Elle demande si les étudiants doivent recevoir une formation sur cette nouvelle approche. Olivier, j'avais dit déjà
Moi, ça va être très bref. De toute façon, j'avais déjà mentionné, oui, on a un atelier parce qu'on pense que c'est nécessaire quand même de signifier aux étudiants qu'il y a un changement, une transition. Et aussi que même au sein d'une même institution, ils vont peut-être de cours à cours ou de personnel à personnel être confrontés à deux modèles différents. Donc, ils ne soient pas choqués par le fait qu'on soit en transition. Moi, j'ajouterais en tout début de cours, à chaque fois, je conscientise mes étudiants pour leur faire prendre conscience finalement de ce que je veux faire avec eux et comment je veux le vivre avec eux pour que finalement ils tirent les bénéfices. Parce que au début, juste envoyer par exemple les PowerPoint, les présentations PowerPoint à l'avance, sans spécifier à quoi ça va vraiment les aider et pourquoi ce qu'ils peuvent en faire, mais je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai bénéfice à tirer de le dire. Et clairement, des étudiants qui sont du tout venant, effectivement, comprenaient beaucoup mieux pourquoi. Donc, c'est pas véritablement une formation, mais de conscientiser le pourquoi. Et finalement, ça rejoint le questionnement de pourquoi oui, c'est ça. Je pense que là, c'est un très bon point parce que souvent, ce qu'on voit, c'est que, especiellement quand on parle de bénéfices pour l'ensemble des étudiants, s'ils savent pas que, oui, tu envoies les documents puis ils sont dans un format accessible qui peuvent être lus par un lecteur d'écran, mais s'ils savent même pas que c'est possible ou c'est la raison pour laquelle tu le fais, probablement ils vont pas en servir. Alors, voilà, je pense que c'est une étape très importante qui est souvent, c'est ça, sauter ou pas vraiment, on parle pas souvent de le côté sensibilisation des étudiants. Je pense que c'est intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on passe aux ressources? J'en vois une dernière de Mme Coulombe dans le clavardage qui dit que vos établissements respectifs, est-ce que toutes les évaluations se font avec du temps supplémentaire dans le cadre de la CEA ou est-ce qu'il y a des profs qui n'embarquent pas? Je peux peut-être répondre. En fait, c'est sûr que les étudiants qui sont enregistrés au bureau d'aide ou au service d'aide, eux, ont vraiment le temps supplémentaire. Pour ce qui est des enseignants, je pense que je suis la seule à le faire dans mon département, ou peut-être d'autres personnes, mais comme c'est pas obligatoire, puis souvent je le prends sur mon temps quand je le fais au trou à l'horaire, donc je ne crois pas qu'il y a d'autres enseignants qui le font, à moins que les étudiants passent leur examen au service. Moi, en ce qui me concerne, je sais que je peux parler au titre du département de français. Je dirais que la majorité des professeurs du département de français appliquent le temps supplémentaire à tous. Mais pour parler des autres départements, des autres programmes, des autres disciplines, je ne pourrais absolument pas m'avancer de ce côté-là. Tout en sachant que par ailleurs, les étudiants qui ont un diagnostic ont la possibilité de descendre au Student Accessibility Center, mais qui est l'équivalent du SAID dans les cégeps francophones. Et je voudrais juste terminer en rajoutant un petit exemple, enfin, un exemple. Je remarque, moi et ma collègue qui applique aussi la CEA dans ses salles de classe, qu'on a de moins en moins d'étudiants qui descendent justement au service d'aide pour avoir le temps supplémentaire ou l'ordinateur. Donc, étudiants dyslexiques, étudiants de tout ordre qui finalement restent dans nos classes et finissent par compléter l'ensemble des examens. Donc, c'est moins de stress pour l'étudiant, moins de stress pour moi, parce que beaucoup moins de travail administratif. Bon, pour finir, je dirais simplement que si vous regardez un plan d'implantation de la CEA sur une institution d'une taille assez vaste, c'est sûr que c'est un milieu écologique. Vous allez avoir des gens qui sont tout à fait pour, qui le font déjà, des gens que vous arrivez à convaincre, des gens qui sont en transition, des gens qui, jusqu'à la fin de leur carrière, ne voudront pas le faire. Mais je pense qu'aucun de ces observations anecdotiques devrait vous arrêter de continuer le plan qui est d'aller jusqu'à l'implantation complète et d'en parler de plus en plus. Je pense que c'est étonnant qu'en éducation, on imagine qu'une implantation, ça va se faire du jour au lendemain en cliquant des doigts. Si vous regardez tout le milieu de l'industrie, tout le milieu du milieu du travail privé, ça prend très longtemps pour changer une culture de milieu de travail. On sait, parce qu'il y a des variables humaines, il y a plein de raisons pour lesquelles les gens peuvent résister au changement.
Mais c'est pas pour cela qu'on ne le fait pas. On continue à faire marcher l'institution ou l'organisme dans la bonne direction, et les gens, petit à petit, voient les bénéfices et les avantages et finissent par adopter. Donc, je pense que si on a un peu peur de dire, oui, mais si on commence... Si, au CAPES, si vous êtes d'accord, on passerait au... Pas d'accord. Il y aura toujours des gens qui ne seront pas d'accord. Mais c'est pas une raison pour ne pas aller dans la direction. Les deux derniers diapos, donc vous allez avoir accès au PowerPoint. Demain, on sera un peu plus références spécifiques sur le CEA. Sur le premier diapo, il y a les deux projets entre autres qui sont en cours présentement sur le sujet ici au Québec. Alors, la première qui implique le Cégep de Montréal avec le CUSPECH, UQAM, UDM, Montmorency et Cégep Marie-Victorin, qui est les applications pédagogiques de la CEA en enseignement supérieur, puis le site web pour le projet. Et l'autre projet qui est la conception et l'implantation d'une trousse d'outils pédagogiques facilitant l'adoption durable de la CEA comme cadre d'accès à l'apprentissage avec McGill, Marianopolis, Collège Dawson, Collège Centennial et Collège John Abbott. Alors, et le site web est aussi là. Et la prochaine page, moi j'ai pas cette diapo et je le vois pas parce que j'ai des troubles de vision. Alors peut-être si des gens au CAPES peuvent présenter quelles sont les ressources. Alors s'il n'y a pas d'autres choses, peut-être juste, je sais pas s'il y a un dernier mot que les panélistes aimeraient dire aux participants aujourd'hui. Moi j'ai beaucoup apprécié les interventions des panélistes ainsi que des questions posées par les participants. Est-ce qu'il y a des mots de clôture que vous aimeriez lancer aux participants? Des souhaits, des mots d'inspiration? Oui, là. Ben moi, Mais en fait, je vais remercier tout le monde. Je trouve que les gens ont des bonnes questions, ça nous permet d'avancer, de travailler dans le sens, évidemment, de l'inclusion scolaire. Je suis très heureuse de l'intérêt que ça suscite. Puis, évidemment, j'espère qu'on a répondu à quelques-unes de vos questions. Peut-être qu'il y en a qui restent encore en suspens. Il y avait seulement des heures. Mais je suis très heureuse du déroulement et des questions que vous avez posées qui sont pertinentes et puis que beaucoup Non. Je vais dire merci aussi. Et surtout, je suis très enthousiaste de voir qu'il y a un tel intérêt pour ce modèle-là et quelque part, allez-y, c'est quelque chose de satisfaisant. C'est beau de voir le retour des étudiants. Nous, on partait de loin. Dans notre cas concret, on partait de loin parce qu'on avait des étudiants qui étaient plus engagés. Et là, on se retrouve face à des étudiants qui comprennent pourquoi ils étudient et pourquoi ils sont dans ce cours de français. Et notre idée est vraiment d'élargir, en fait, quelque part, on peut plus regarder. C'est une nouvelle manière de regarder le monde. Et c'est très satisfaisant. Donc, moi, je trouve que c'est gardez encourageant. Il y a courage. toute une effervescence. Quand je compare ça à 3 ans, on était une voix solitaire. Maintenant, on a l'impression que tout le monde en parle, ça bouge. J'ai fait une formation. Demain, on a un webinaire avec l'Alberta. Vendredi, je vais à une commission scolaire à l'ouest du Québec. Il n'y a pas une journée maintenant où il n'y a pas un partenaire externe qui veut en savoir plus, qui veut expérimenter, qui veut explorer. Donc, c'est vraiment réconfortant de voir qu'il y a tout un momentum là qui commence à se construire. Puis je voulais juste vous dire qu'on organise une conférence sur la conception universelle au mois de mai, et vous pouvez trouver l'information sur le site web de l'OSD McGill. Je demanderai à Thomas qui vous envoie le lien aussi, et qui sera bilingue, donc vous pourrez présenter en français ou en anglais. Et le thème, c'est justement le cadre canadien. Et on va avoir David Rose qui va venir le mercredi soir, qui va nous faire un peu un résumé de tout ce qu'ils ont fait pendant 30 ans aux États-Unis, mais qui va ouvrir sur qu'est-ce qu'il nous reste à faire au Canada et est-ce que notre perspective est un peu différente pour ne pas avoir recréé la roue, mais de comment l'effet est avec toutes les ressources qu'on a déjà pour aller de l'avant. Et ça va être une conférence qui va être en parallèle avec tous les milieux finalement, primaire, secondaire, mais aussi post-secondaire avec cégep et universitaire. Donc on espère. Merci pour nos panélistes et voilà, et je pense que vous avez le mot de fin.